Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette quatrième rencontre du Labo Citoyen qui s'intitule Nouer des alliances chercheurs citoyens pour agir avec et dans les territoires. Donc je ne sais pas si tout le monde est arrivé, mais on va commencer la rencontre qui se terminera aux alentours de 17 heures avec un pot festif à la fin si vous avez la possibilité de rester pour ce moment convivial. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici pour qui c'est la première rencontre? Est-ce que vous pouvez peut-être lever la main? Ouais, donc il y en a quelques-unes quand même. Alors, les rencontres du Labo Citoyen, ce sont des temps de rencontres qui ont lieu 4 à 5 fois dans l'année dans le cadre d'une initiative de l'Université de Strasbourg qui s'appelle le projet Opus. Alors on ne va pas s'étendre trop longtemps, mais c'est un projet qui a vocation à travailler sur les relations sciences-société. Donc Emeline est parmi nous et responsable du projet Opus. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots. Vraiment 2 minutes rapides. Ouais. Merci beaucoup déjà Clara pour toute cette organisation et cette dynamique que tu mets en place. Merci à vous, de ceux qui sont déjà venus par le passé et ceux qui nous rejoignent. Le bâton de parole. Donc, le projet Opus, Open University of Strasbourg, c'est un projet de l'Université de Strasbourg qui a pour principale vocation de créer, de développer des méthodologies qui permettent l'émergence de la question sociétale au sein de l'université, de la recherche, de la formation. Voilà, je ne vais pas m'étendre. Il y a plusieurs objets qu'on développe dans le cadre du projet qui doit s'étaler en tout sur 7 ans dans le cadre d'un projet initiative aide-moi, PIA. Programme Investissement d'Avenir. Merci Laurence Oberlé de la mission Prospective et Stratégie de l'Université qui est très importante aussi pour le projet et qui accompagne les recherches et sciences participatives depuis même avant l'arrivée d'Opus. Donc en tout cas, on voit ici des visages connus, des visages qu'on ne connaît pas encore. Donc on voit qu'il y a une petite communauté qui est en train de se monter peu à peu et c'est assez stimulant. Donc on est très heureux de vous accueillir cet après-midi et on espère fêter tout ça avec vous en fin d'après-midi. Merci. Donc les rencontres du Labo Citoyen ont pour objectif de discuter des recherches et sciences participatives. Alors comme il y a des nouveaux visages ici, je ne sais pas si tout le monde... Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas du tout au clair avec les recherches et sciences participatives? Est-ce que vous pouvez faire un petit... Ça peut être comme ça, hein, sinon. Ok. Donc l'objectif de ces rencontres, c'est de se retrouver entre des personnes qui sont soit intéressées par ces démarches ou entre des personnes qui sont impliquées et qui souhaiteraient croiser leurs pratiques, leurs définitions, etc. Et à chaque fois, l'idée est de proposer des partages d'expériences. Donc aujourd'hui, on a 2 intervenantes qui ont accepté de venir présenter les dispositifs au sein desquels elles sont investies. Donc on reçoit Sandrine Glatron, qui est chercheuse à l'Université de Strasbourg, et puis Hélène Chevaux, qui a fait le trajet depuis Lyon. Voilà, donc merci à toutes les deux. Et puis on a la chance aussi de pouvoir tout à l'heure être accueillis par des personnes du jardin partagé de permaculture de Saint-Gall, et non pas les jardins familiaux, qui nous feront une petite visite du jardin, puisqu'il y a un lien avec un dispositif de recherche participative, et je vois Claire qui vient d'arriver. Et puis également, c'est la première fois que ces rencontres sont organisées hors de l'université. Donc on a la chance d'être accueillis par la Tour Merveilleuse, et notamment Justine qui est juste derrière, et elle va vous dire quelques mots sur ce lieu dans lequel on se trouve, qui n'est pas n'importe quel lieu. Merci. Alors il faut parler dans le micro, mais pas pour vous, c'est pour là-bas, c'est ça? Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On est vraiment hyper content de vous accueillir ici à la Tour Merveilleuse aujourd'hui pour cette rencontre. En fait, la Tour Merveilleuse, c'est un tiers-lieu participatif et citoyen qui a ouvert ses portes au grand public, en tout cas il y a 2 ans, le 1er juillet 2021. Et c'est un peu une ruche avec l'activité de café associatif au rez-de-chaussée et une activité de programmation. Donc les rencontres du Labo Citoyen en font partie aujourd'hui, mais demain par exemple on a du théâtre d'improvisation, on a des ateliers, on a des cercles de parole. En fait tout plein de choses qui sont le résultat des énergies des personnes qui veulent bien s'investir dans le projet. Au premier étage on a des
projets qui sont là à l'année, qui sont plutôt des acteurs de la transition, comme Éco-Conseil, que vous connaissez peut-être, comme la Maison du Compost et le Labo des Partenariats. Le Labo des Partenariats, il anime la dynamique Start-up de territoire. Et ça, vous connaissez peut-être aussi. Donc, c'est un mouvement citoyen qui a pour vocation à répondre à des besoins sur le territoire et à créer des solutions pérennes, collectives. Et donc, on accompagne ces projets qui sont au 2e étage, hébergés un moment pour ceux qui ont besoin de locaux. Et tout ce petit monde-là cohabite. Et on a l'habitude de dire que ce qui est important pour nous ici, c'est le lien. C'est la convivialité et du coup, on est ravis de vous accueillir et sentez-vous comme chez vous pour cet après-midi. On se retrouvera en fin d'après-midi et merci d'avoir choisi la tour merveilleuse. Super. Et ben, avant de passer aux interventions, j'avais juste 2 petites questions à vous poser. Je voulais vous demander qui parmi vous est de près ou de loin investi dans une démarche de recherche participative? Ok, on en a beaucoup par ici. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont investies dans des associations, dans des collectivités ou dans des démarches en lien au territoire? Ok. Est-ce que les personnes de l'université peuvent aussi lever la main qu'on se repère? Ok, si je fais ça, c'est pour qu'on se regarde les uns les autres et voilà, qu'on commence à tout doucement se rencontrer. Ok, eh bien, on va pouvoir passer à la première présentation d'Hélène Hélène Chevaux. Je te laisse te présenter. Voilà. Vous êtes nombreux, c'est chouette. Désolée, je ne vais pas rester debout, je suis un peu fatiguée par le voyage. Donc moi, c'est Hélène Chauveau, je suis chargée de projet à la boutique des sciences de l'Université Lumière Lyon 2. Voilà, je vais vous parler une petite demi-heure et puis surtout l'idée c'est d'échanger après, que vous puissiez me poser vos questions, etc. Et je serai là jusqu'à ce soir, donc voilà, n'hésitez pas. Clara m'a demandé de commencer par un petit focus sur mon parcours. Ensuite, je vous présenterai déjà, qui a déjà entendu parler des boutiques des sciences? Parce que c'est... Ah oui, quand même. Waouh. Ok, bon, je vous referai quand même un petit topo sur qu'est-ce que c'est qu'une boutique des sciences. Comment est née celle de Lyon, comment elle fonctionne aujourd'hui et quelles sont nos perspectives un peu de développement pour la suite. Voilà notre activité principale et puis ce qu'on va faire par la suite. Et puis je pense que du coup ça répondra un petit peu à la thématique de l'après-midi, voilà, des recherches co-construites avec les citoyens, puisque c'est vraiment notre cœur de métier et ce qu'on fait tous les jours. Et j'essaierai de vous décortiquer un peu 2 projets concrets. Mais voilà, je vais surtout vous expliquer comment on fonctionne et quel est notre rôle, nous, en tant que médiateurs de ces recherches participatives. Puisque nous, on n'est ni chercheurs ni acteurs, quelque part, on est le dispositif qui faisons le lien entre les deux. Voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions aussi du point de vue des autres parties prenantes. Donc moi, à l'origine, je suis géographe. J'ai fait une thèse en géographie rurale à l'Université Lumière Lyon 2. J'ai travaillé sur les pratiques culturelles des jeunes en milieu rural au sud du Brésil, de manière pas tellement participative. J'avais pas tellement entendu parler de la recherche participative à l'époque. Donc j'ai fait ma recherche, voilà, ma thèse de manière assez classique, même si la géographie est quand même une science humaine qui est particulièrement à l'écoute des territoires et que évidemment j'ai travaillé pour cette recherche avec des associations et avec des jeunes voilà, dont j'ai écouté la parole, mais voilà, j'ai mené ma recherche, on va dire, d'une manière assez classique. Après ma soutenance, j'en ai eu marre du monde universitaire, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs parce que j'avais eu un parcours très linéaire, voilà, jusqu'à la thèse. Et donc je suis allée travailler dans l'éducation populaire. J'ai été animatrice de base dans une association qui s'appelle le MRJC, qui est une association d'éducation populaire en milieu rural, de jeunes de 13 à 30 ans. Donc, comme j'avais encore moins de 30 ans, j'en ai profité pour intégrer ce mouvement. J'ai passé mon BAFA voilà, dans ce cadre-là, donc après mon doctorat, ce qui peut paraître assez incongru, mais en fait ça a été vraiment pour moi une expérience super riche et j'utilise toujours aujourd'hui beaucoup ce que j'ai appris pendant cette semaine-là. Ça m'est très utile dans mon travail actuel sur la recherche participative.
Voilà. Et quand j'étais au MRJC, donc dans ce mouvement d'éducation populaire, j'y suis restée 2 ans à peu près, donc où j'ai fait vraiment, voilà, j'ai participé pleinement à la vie de l'asso de A à Z, quoi, recherche de sub, animation des groupes de jeunes, colo, etc. Voilà, tout ce qui est vie associative, en plus dans une asso vraiment assez horizontale. Et puis on m'a contactée pour faire un post-doc à la Boutique des Sciences de Lyon. C'est un ancien enseignant-chercheur avec lequel j'avais travaillé qui connaissait mon profil un petit peu à la fois recherche et très orienté éduc-pop et intéressé par le monde associatif, qui s'est dit tiens là il y a un truc un petit peu entre les deux qui pourrait l'intéresser. Donc j'ai rechigné d'abord, puis après je suis allée voir ce que c'était que les boutiques des sciences et je me suis dit que c'était peut-être quand même intéressant et que si je revenais un jour dans le monde de la recherche, ce serait forcément pour travailler dans ce genre de dispositif. Donc du coup j'ai fait un post-doc qui constituait, qui avait pour but l'évaluation en fait, d'impact de cette boutique des sciences. Donc c'était en 2019, à un moment où cette boutique des sciences voilà, se questionnait un petit peu sur ses orientations et sur sa légitimité. Et donc ils avaient sollicité voilà, ce postdoc pour pouvoir faire ce travail-là. Manque de peau, il y a eu le Covid, donc mon étude a été un petit peu limitée, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu quand même pour voilà, faire cette étude d'impact de la boutique des sciences, qui existait donc à Lyon depuis 2013. Donc il y avait déjà quasiment, voilà, aujourd'hui on a une dizaine d'années de recul, ce qui est pas mal pour un dispositif comme ça, et donc une centaine de projets à peu près accompagnés. Voilà un petit peu pour mon parcours. Je continue aujourd'hui d'être très investie dans le monde associatif par ailleurs. Je ne fais plus de recherche, parfois 2 heures le dimanche quand vraiment il faut boucler un article ou autre. Voilà, mais je suis toujours chercheuse associée dans un laboratoire, ce qui peut avoir son importance parfois, mais voilà, je ne fais plus vraiment officiellement de recherche, on va dire. J'ai un tropisme rural par ma formation et voilà, un tropisme aussi géo forcément dans les projets qu'on accompagne à la BDS, même si on est ouvert à toutes les thématiques. Voilà un petit peu pour mon parcours. Donc la boutique des sciences de l'Université de Lyon, elle est née en 2013. Il faut savoir que alors, les boutiques des sciences, de manière générale, il y a eu une première vague dans les années 70. C'est vraiment des dispositifs qui sont nés un petit peu de la défiance en fait, pour le monde de la recherche voilà, et d'une volonté de davantage co-construire les questions avec les citoyens, donc principalement dans les pays anglo-saxons et nord-européens. En fait, on dit boutique des sciences, ce qui n'est pas terrible en français, mais ça vient donc de l'anglais science shop, sachant que shop du coup a plus le côté atelier, fabrique, qui rend peut-être un peu plus justice à ce que sont les boutiques des sciences, en fait, des lieux un petit peu de fabrication et de co-construction des savoirs. On pourrait dire des Fab Labs un peu avant l'heure, mais voilà. Donc on dit en tout cas en français boutique des sciences. Il en existe aujourd'hui en France une autre à Lille, une à Montpellier, une à Nice, et il y en a plusieurs en cours de création et d'émergence. Il y en a également dans plusieurs pays du monde, et on a aussi un réseau francophone des boutiques des sciences, parce qu'il y en a pas mal en Afrique, au Québec. Donc voilà, on est en réseau aussi entre boutiques des sciences francophones. D'ailleurs, Réseau des boutiques des sciences francophones qui a récemment signé une charte commune pour voilà, se faire reconnaître et pouvoir agréger des acteurs différents. Et il y a un réseau international qui s'appelle le Living Knowledge, voilà, que je vous conseille d'aller consulter. Ils ont un site qui est assez bien fait avec pas mal de ressources sur les recherches participatives et ce type de dispositif boutique des sciences. À Lyon, en tout cas, elle est née en 2013. Bon, il y en avait une première à Lyon 1, du coup, l'université de sciences exactes de Lyon, qui avait eu une tentative dans les années 70, quelques années, il me semble. Mais en tout cas, en 2013, Lyon, donc à travers sa commu, l'UDL, donc l'Université de Lyon, qui est donc voilà, une commu, donc une collectivité d'établissements, qui avait pour but à la base de faire une université cible. Bon, tribulation du site universitaire lyonnais, ça n'a pas eu lieu, ça n'aura pas lieu a priori. Mais en tout cas, ça a permis à ce moment-là qu'il y ait des financements, et qu'il y ait notamment des financements européens à travers le programme PERARES. En fait, l'Europe, à un moment, l'UE a vraiment poussé pour la création et voilà, le dynamisme de ce type de dispositif, et donc a financé notamment
un poste et la création de ce dispositif. On me demande souvent par où commencer pour créer une boutique des sciences. Créer un poste, voilà. C'est vraiment le truc de base. C'est compliqué de faire une boutique des sciences sans personne. Même pour monter le projet pilote, le seul projet pilote de la première année, il a fallu quelqu'un. Il faut quelqu'un déjà pour monter un petit peu le fonctionnement et puis surtout pour expliquer ce qu'on fait. Parce que c'est toujours le truc compliqué, c'est d'expliquer à quoi on sert, pourquoi on est ce nouvel acteur sur la scène à la fois universitaire et associative. Donc voilà, important d'avoir quelqu'un qui incarne et qui porte le dispositif. Et il était également très porté politiquement. C'est sûr que voilà, c'est des choses qui ne sont pas spécialement obligatoires à l'université d'avoir. Donc il faut une volonté politique forte de porter un dispositif comme celui-ci, qui est vraiment un dispositif qualitatif et pas très quantitatif. Donc voilà, il faut un soutien à un moment donné. Donc ce qu'on a eu à l'UDL en 2013. Donc il y a eu un projet pilote avec des jardins partagés à Villeurbanne, qui est tout près de Collé à Lyon. Voilà, une première tentative de projet commun qui s'est bien passée. Et l'année prochaine, donc, ils ont embrayé sur, je crois, 4 projets, puis 6 et puis 10 en gros. La dizaine de projets, c'est un petit peu notre rythme de croisière voilà, depuis une petite dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est qu'un projet boutique des sciences? Alors non, je vais finir sur l'historique d'abord. En 2020, on a perdu l'IDEX puisque la fusion entre établissements lyonnais n'a pas fonctionné, lyonnais et stéphanois n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Donc on a perdu le financement IDEX qui finançait aussi la boutique des sciences. Donc on a cru mourir pendant 6 mois. Et puis finalement, l'université Lumière Lyon 2, qui est donc une des universités du site lyonnais, qui est spécifiquement l'université vraiment plus tournée sciences humaines et sociales, a récupéré, a sauvé le dispositif en l'intégrant dans sa direction sciences et sociétés. Donc on a à Lyon 2 voilà, une direction de la recherche, comme dans toutes les universités, mais aussi une direction sciences et sociétés spécialement dédiée alors à la fois j'ai des collègues donc, en médiation scientifique pure, qui organisent la fête de la science, qui forment des doctorants, des chercheurs à faire la médiation de leurs projets. On a aussi dans cette même direction sciences et sociétés l'UTA, l'université tous âges, le MUMO, le musée des moulages, qui est un musée qui dépend de Lyon 2, et puis la formation continue. Et puis nous, on est 1,5 sur la recherche participative. Donc nous, dans notre pôle, on peut appeler ça un pôle, une personne et demie, recherche participative, on gère à la fois la boutique des sciences, et puis moi je gère également la chaire transition alimentaire, qui est une chaire de recherche partenariale, et puis les pôles de spécialité qui sont des pôles de recherche interdisciplinaires, voilà, où on réunit des chercheurs autour de thématiques de société, voilà, au-delà des disciplines de chacune. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à la boutique des sciences de Lyon? Qu'est-ce que c'est qu'un projet boutique des sciences? C'est avant tout une demande qui émane d'un acteur de la société civile. Alors je vais souvent dire association, on me demande de dire plutôt acteur extra-académique, j'ai un peu de mal, mais bon voilà, c'est tout ce qui n'est pas universitaire, quoi. Donc en gros association, mais aussi collectivité territoriale. On est un petit peu moins bon là-dessus, mais voilà, on essaye aussi de travailler avec les collectivités territoriales et en tout cas on accueille leurs questions avec plaisir, même si on sait que ça soulève voilà, des enjeux, des problématiques et des façons d'accompagner un petit peu différentes. Et puis entreprise de l'ESS, alors on est ouvert à, mais en fait on n'a jamais vraiment eu de sollicitation pour l'instant. Et puis à Lyon 2, on a une chaire ESS, donc voilà, qui a l'habitude de travailler avec ces acteurs-là aussi et avec qui on travaille en très bonne intelligence aussi. Pour vous dire aussi le contexte dans lequel ESS, économie sociale et solidaire, pardon. Vous faites bien. Et à Lyon, on a aussi la PF, la Public Factory, qui est un dispositif qui est porté par Sciences Po Lyon, qui est plus tourné vers l'accompagnement du design des politiques publiques avec les collectivités territoriales. Donc voilà, on essaye aussi de travailler avec cet écosystème et de se partager un petit peu aussi les sollicitations, mais en tout cas, nous, on est un guichet qui est relativement identifié. Donc voilà, donc je disais, nos projets, ça part toujours d'une sollicitation d'un acteur, d'une association en général. En fait, on reçoit des sollicitations toute l'année, hein, mais on essaye de concentrer ça sur la période printanière. Donc on a un appel à manifestation d'intérêt tous les printemps, du 1er mars au 1er juin. En général, il court. Donc on dit aux associations
coucou, avez-vous une question à poser voilà, à un chercheur, à une chercheuse, à l'université? Avez-vous un nœud dans votre action? Avez-vous une intuition que vous aimeriez creuser? Avez-vous une envie de collaboration avec des chercheurs? Alors, on cherche encore la bonne manière de présenter ça, mais finalement on reçoit quand même beaucoup de sollicitations, donc voilà, je pense qu'on n'a pas besoin finalement d'affiner plus ça. Même si je reviendrai peut-être sur les limites, notre objectif vraiment c'est d'aller vers les publics et les associations les plus éloignées possibles du monde de la recherche, et que voilà, on y arrive en partie, mais il faut bien avouer que les projets les plus construits qui nous parviennent viennent en général d'associations qui connaissent un peu le monde de la recherche, qui sont composées de gens qui ont fait des études, voire carrément d'enseignants-chercheurs qui font partie du bureau et qui du coup nous sollicitent. Voilà, ce qui fonctionne aussi, hein, ce qui est très bien, mais qui est pas... voilà, on aimerait aussi aller vers des publics plus éloignés. Mais voilà, c'est pas toujours évident, et ceux-là on ne sait pas forcément comment les toucher parce que voilà, ils vont pas forcément se dire ah bah oui quand ils vont entendre avez-vous une question de recherche à poser. Donc ce qu'on fait pour animer cette AMI aussi, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est qu'on anime des ateliers d'émergence de la demande. Donc dans différents endroits associatifs de la ville, dans des MJC, à la Maison de l'Environnement, qui est une tête de réseau qui héberge une 50aine d'assauts environnementales, voilà, dans différents endroits comme ça du territoire pour essayer de sortir des murs un peu de l'université. Et donc ces ateliers d'émergence de la demande, ils permettent aux associations de venir, de découvrir déjà la boutique des sciences, ce que c'est, de voir vraiment si ça correspond à leurs besoins. On n'est pas là par exemple pour faire un DLA, un dispositif local d'accompagnement, ça c'est quelque chose voilà, dont les associations ont souvent besoin, mais il y a plein d'autres acteurs qui font ça, donc c'est pas à nous de le faire. On n'est pas non plus un bureau d'études d'impact, donc voilà, on leur dit aussi pendant ces ateliers-là, on essaye de les réorienter. Et donc pendant ces ateliers, voilà, on les amène vraiment à passer de leurs questions, voilà, qui est une question lambda, qui est une question parfois opérationnelle, parfois déjà un petit peu de recherche, mais voilà, qui n'est pas encore bien affinée. On essaie de les accompagner pendant ces 3 heures-là d'atelier par l'intelligence collective et l'échange aussi entre personnes présentes à aboutir à leurs questions de recherche, à une première version, on va dire, de leurs questions de recherche. Donc déjà, c'est expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la recherche, comment ça fonctionne, reprendre toutes les bases à zéro en fait, parce que c'est vrai que la société civile n'est pas forcément très au fait de qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire, en particulier en sciences humaines et sociales. Voilà, quel type de réponse, quel type de questions se posent ces chercheurs-là, comment ils travaillent concrètement, voilà, sur quelles questions on peut travailler, etc. Donc pendant ces ateliers-là, on accompagne vraiment à formuler la question. Et on fait voilà, une première acculturation réciproque. En fait, on a aussi pendant ces ateliers-là, donc, qui sont animés par nous, chargés de projet, et on sollicite aussi des membres de notre comité scientifique pour venir. Voilà, on a un premier dialogue entre chercheurs et associatifs à ce moment-là. C'est aussi à ce moment-là que voilà, on va essayer de déterminer votre question, elle est intéressante, mais en fait, il y a déjà plein de recherches dessus. Donc en fait, ça va plutôt être une réponse médiation. Donc on va les orienter vers notre service médiation, voilà, qui va voir à quel point c'est possible peut-être d'organiser une intervention auprès de l'asso pour raconter voilà, je sais pas, ce qui se fait sur les sols par exemple, voilà, pour qu'il y ait déjà un premier état de l'art et que en fait, les associations qui ont envie d'avoir accès à des résultats scientifiques qui existent déjà mais auxquels elles n'ont pas accès, puissent y avoir accès. C'est déjà un premier stade. Mais nous, ce qu'on essaye de transmettre pendant ces ateliers, c'est qu'on cherche vraiment à faire des projets de recherche participative. Donc qu'est-ce qu'on entend, nous, à la Boutique des Sciences de Lyon par recherche participative ? Je ne vais pas vous refaire toute l'épistémologie des recherches dites participatives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à la croisée des recherches collaboratives, recherches communautaires, recherche participative, etc., co-construction, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur des sciences participatives. Ce qu'on considère, nous, plutôt, en général, on appelle sciences participatives plutôt le côté collecte d'informations ensemble avec des citoyens, mais sur le mode crowdsourcing. Donc voilà, comme par exemple Viginature ou Vigiciel, c'est aller solliciter des citoyens pour collecter de la donnée
Mais le citoyen, il va ni formuler la question, ni proposer le protocole. Il va appliquer le protocole qu'on lui demande d'appliquer. Il va apprendre des choses, il va être utile à l'agrégation de savoir. Mais voilà, il ne va pas forcément s'emparer plus que ça de la démarche en entier. Pour nous, recherche participative, c'est vraiment une implication des citoyens de A à Z dans le processus, alors le plus possible. Nous, c'est à une petite échelle, parce que c'est des petits projets, je leur dirai tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment l'idée première de faire se croiser les savoirs citoyens, donc les savoirs d'expérience, les savoirs professionnels, les savoirs profanes, qu'on peut aussi appeler savoirs chauds. Voilà, bon, il y a plein de catégories, avec les savoirs scientifiques, donc universitaires, savoir froid, on peut aussi catégoriser comme ça, même si je sais que ça va faire débat. Et on fait le pari en fait que la rencontre entre ces types de savoirs va permettre d'aboutir à des connaissances qu'on n'aurait pas eues chacun dans notre coin. C'est vraiment ça l'idée, c'est voilà, le chercheur, il aurait pu se poser la même question, mais pas de la même manière, et il y aurait répondu tout seul, il aurait trouvé quelque chose. L'acteur aussi, il aurait pu y répondre, quoique il a souvent pas le temps, et en fait un des freins principaux des acteurs, c'est voilà, le manque de temps qu'ils ont pour creuser leurs questions. Et voilà, c'est de permettre cette rencontre-là et voilà, d'aboutir à des choses qu'on n'aurait pas trouvées chacun dans son coin. Je distingue aussi de la recherche-action. Alors souvent, nos projets sont quand même liés à des actions, à des choses concrètes. Mais notre but, c'est pas l'action. Notre but, c'est vraiment de l'agrégation de connaissances et c'est la recherche. Voilà. S'il n'y a pas d'action au final de mise en place, si le lien direct avec l'action n'est pas évident, pour nous, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir croisé ensemble et d'être abouti à de nouvelles connaissances. Donc voilà, on a cette phase d'appel à manifestation d'intérêt, d'émergence. Donc là, on a un rôle déjà, nous, en tant que médiatrice, hyper important, de traduction, d'acculturation réciproque, de compréhension de la demande de l'acteur et de réorientation. On reçoit, je dirais, à peu près une centaine de demandes par an. On n'en traite que 10 au final. Les 90 autres, on ne leur ferme pas la porte et surtout on leur répond. Et pour pouvoir leur répondre, voilà, il faut le temps de se questionner à chaque fois. Alors qu'est-ce qui pourrait leur être utile, etc. Et souvent on répond et on découvre des années plus tard qu'en fait il y a eu un projet ou que voilà. Mais en fait on ne va pas toujours savoir, ce qui est un petit peu frustrant. Mais en tout cas voilà, on a ce rôle de mise en lien et d'aiguillage et de porte d'entrée vraiment vers l'université parce que voilà, les gens ils savent qu'il y a une université mais ils ne savent pas par quel bout rentrer. S'ils ne connaissent pas une personne, un individu, un chercheur, une chercheuse qu'ils ont pu rencontrer, ça va être compliqué. Donc une fois qu'on a nos questions, donc là cette année on en a 57 questions vraiment, donc voilà, de gens qui ont répondu au formulaire d'appel à manifestation d'intérêt. Il y a aussi des gens qui répondent sans venir à nos ateliers mais c'est plus rare. Et souvent, on demande aux gens, après l'atelier, de venir aussi nous rencontrer en binôme, en réunion juste avec nous. Donc c'est aussi tout un temps d'écoute de l'acteur, de compréhension du contexte, etc. Nous, on tâte aussi, à ce moment-là, en tant que chargé de projet, on tâte le terrain. C'est-à-dire qu'on essaye de voir, est-ce que cette question, elle est vraiment portée collectivement dans l'asso, ou est-ce que c'est juste l'idée du directeur, ou juste l'idée de la chargée de mission. Est-ce que c'est vraiment porté collectivement ? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un terrain aussi ? Parce que parfois, il y a des assos qui se posent des questions, mais en fait, elles ne vont pas offrir spécialement un prisme intéressant pour que le chercheur puisse travailler derrière. Et puis, on va surtout faire un premier travail de calibrage de la question. C'est-à-dire que, voilà, on a par exemple cette année une asso qui nous pose la question de l'influence, de quelle serait la pertinence de mettre plus de tirage au sort dans notre système représentatif, démocratique. C'est une question abyssale, hyper générale. En plus, il y a déjà plein de recherches dessus, etc. Donc voilà, on a essayé de retravailler avec l'asso pour essayer de réaffiner la question et puis de la calibrer vraiment. Alors, pour notre format, qui est principalement l'accompagnement via des stages de M2 ou des projets tutorés. Nous, on fait le pari en fait avec les boutiques des sciences. Alors à la fois pour des raisons de financement, parce qu'en fait, si on aimerait financer 10 thèses par an, mais voilà, ce serait plus onéreux. Mais aussi pour des raisons parce qu'on pense qu'on est vraiment un dispositif d'amorçage et de mise en lien de gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble.
Donc on se dit que l'échelle du stage de 6 mois de l'étudiant de M2, c'est déjà bien. Nous, on considère que les étudiants de M2, ceux qu'on choisit en tout cas, parce qu'on les sélectionne, c'est déjà des apprentis chercheurs, voilà, c'est des gens avec quand même un bagage académique déjà un petit peu construit. Ils sont accompagnés en plus par leur encadrant pédagogique, plus par l'encadrant scientifique. Donc voilà, on fait le pari que ce travail-là, il peut être fait par un étudiant à ce stade. Et puis que les 6 mois, c'est déjà bien en fait pour tester, d'accueillir dans une structure quelqu'un pendant 6 mois qui va venir vous questionner, vous retrancher dans vos... voilà, vous pousser dans vos retranchements, ça peut déjà être costaud. Et en fait, sur la temporalité de l'action associative, c'est déjà quelque chose de long. Sachant qu'en plus, les assos, elles nous contactent donc au cours de l'année et nous, on leur dit la réponse, elle sera dans 1 an et demi à peu près, quoi. Quand ils nous contactent en janvier, en fait, c'est pour les stages du printemps suivant. Donc là, par exemple, janvier 2023, les stages de M2, ils ont lieu au printemps 2024. Donc réponse à l'automne 2024. Donc nous, ça nous paraît court, c'est très court, 6 mois pour une recherche. Mais en fait, voilà, l'échelle de l'action associative, c'est déjà se dire, ok, nous, on avait besoin d'une réponse là. Bon, c'est pas grave, on va accepter d'attendre 1 an et demi quand même pour le processus de co-construction. Voilà, donc ces stages de M2, donc nous, on aide aussi l'association à traduire, entre guillemets, sa question en sujet de stage de M2. On ne précible pas à ce stade-là de discipline. On fait le pari aussi là que les étudiants, ils vont se saisir eux-mêmes de la question et proposer leur éclairage. Et on verra. Peut-être que ce sera un psychologue social, peut-être que ce sera un sociologue, peut-être que ce sera un biologiste, peut-être... voilà, on attend de voir. Bon, des fois, on se doute un petit peu de qui va répondre, mais voilà. Si on nous écoutait, de toute façon, on enverrait tout en géo, donc vaut mieux pas. Donc on attend, j'exagère. Donc voilà, on précible pas, on fait le pari. Voilà, les étudiants, ils candidatent aussi beaucoup à nos stages pour les thématiques. Donc voilà, on reste ouvert à ce stade-là. Ce qui n'est pas le cas de la BDS de Lille, par exemple, où eux, ils préciblent le master d'abord. Voilà, c'est une autre méthode qui a des avantages aussi, plein, mais on ne fait pas comme ça. Voilà, donc ensuite, projet de stage. J'ai oublié une étape, c'est comment on passe des 57 aux 10. On passe à la moulinette de nos comités scientifiques, donc qui a lieu jeudi prochain, là, en l'occurrence. Donc on a une 40aine de chercheuses qui sont investies dans notre comité scientifique qui évaluent du coup les dossiers. Alors nous, on les évalue déjà en termes de faisabilité en tant que chargé de projet. On fait un petit classement. C'est bruyant. Et puis ensuite, notre comité scientifique juge un peu de la pertinence scientifique de la question, de son originalité aussi, et de son intérêt sociétal. Donc il faut à chaque fois que la question n'ait pas trop été déjà traitée, qu'elle intéresse d'autres acteurs aussi que seulement l'acteur qui sollicite la question. Voilà, c'est l'objectif de monter en généralité forcément un petit peu, et de service public, quoi. On veut que la réponse soit publique et serve à d'autres acteurs. Voilà, et donc notre comité scientifique en choisit une dizaine, aussi selon des critères de diversité des sujets, de répartition géographique, puisque du coup nous on est sur le territoire de l'Ain, de la Loire et du Rhône, donc en gros le territoire académique, on va dire, de l'Université de Lyon. Ça nous arrive de répondre à des questions de la Drôme, des Hautes-Alpes, etc. Voilà, PACA et Rhône-Alpes, mais on évite quand même parce qu'on a du mal à trouver des étudiants pour aller aussi loin. Mais voilà, on ne se met pas de barrière par rapport à ça, mais on est quand même principalement métropole de Lyon et Ain et Loire, les départements de l'Ain et de la Loire. Voilà, donc une fois qu'on a les offres de stage, on lance les recrutements. Donc nous, on s'occupe de tout, voilà, la diffusion des offres, on reçoit les candidatures d'étudiants, on fait les entretiens avec les assos, parce que c'est important que l'asso soit là pour choisir l'étudiant qui va être en stage en coopération avec elle. Avec nous quand même, parce que nous aussi on a une expertise de savoir déjà quelles sont les qualités en termes de recherche, voilà, les qualités universitaires et académiques des étudiants qu'on reçoit. Et puis voilà, il faut qu'humainement quand même ça passe bien avec l'asso, donc on fait les entretiens ensemble. On envoie en gros 5 en général par stage, on en choisit un. Donc en janvier, on a nos 10 stagiaires pour nos 10 stages. On fait des petites équipes de recherche autour de chaque stagiaire. Je dis équipe de recherche, c'est l'encadrant pédagogique issu du master. On essaye d'y ajouter un encadrant scientifique en plus quand les enseignants-chercheurs veulent bien, parce qu'ils sont très pris, on les comprend aussi qu'ils n'aient pas forcément envie de s'engager sur
des stages en plus des stages qu'ils encadrent déjà. Mais en général, voilà, comme on connaît bien notre communauté de chercheurs, on va les chercher quand même sur vraiment leur thématique de recherche. On leur dit, ben là, regarde, on a un stage cette année, vraiment sur quasiment un de tes terrains de recherche, ça pourrait te faire un peu un terrain complémentaire. Puis surtout, tu pourras apporter vraiment une expertise complémentaire intéressante à cet étudiant et à cet asso. Donc voilà, on fait comme ça une petite équipe, mais c'est vrai que principalement ensuite, ça va être l'étudiant qui va être le chercheur embarqué dans l'asso et qui va faire le lien. En termes de format, on accompagne aussi des projets tutorés parfois parce que les associations elles posent des questions qui peuvent être calibrées plutôt pour des réponses de type projet tutoré, donc des projets de groupe d'étudiants de master. C'est souvent pour des questions parfois un peu plus opérationnelles ou qui relèvent du diagnostic ou une question voilà, un petit peu plus circonscrite qui peut-être derrière peut donner lieu à un stage ou une thèse ou autre. Mais voilà, on commence par déjà un projet tutoré pour tester. Et puis on a plein de formations différentes à Lyon 2 qui font des projets tutorés et qui sont toujours en recherche de projets. Donc c'était ça aussi l'idée, c'est-à-dire que nous on est un capteur de demandes, mais en fait en face on a plein de formations et de chercheurs qui sont en manque de terrain, de demandes, etc. qui n'ont pas le temps en fait aussi de faire ce travail-là, d'aller récolter les demandes. Donc c'est normal on essaye de faire correspondre. C'est un travail qui est long, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on est à Lyon 2, donc on ne connaît pas encore tout à fait toutes les formations, on n'est pas identifié par tout le monde non plus, ça fait 10 ans qu'on est à Lyon, mais il y a plein de gens à Lyon évidemment qui ne nous connaissent pas du tout, donc voilà, c'est un travail qui est aussi un petit peu long là-dessus. Ensuite les stages commencent, et là commence aussi, continue en fait notre travail de médiation. On fait donc une première réunion vraiment avec toutes les parties prenantes qui sont autour de la table pour bien remettre à plat les attentes de chacun, chacune, les contraintes des uns, des unes, des autres, voilà, les envies de livrables aussi finaux, etc. Voilà, la problématique, on repose un petit peu la problématique, etc. Ensuite, l'étudiant commence son stage, un état de l'art, une biblio, bon voilà, ça dépend, un diagnostic, etc. On essaye le plus possible qu'il soit dans l'association, présent, voilà, 5 jours sur 7, voilà, vraiment présent, qu'il puisse s'imprégner de la vie de l'asso. Et on incite les assos aussi en amont à mettre en place un petit comité ou un petit groupe de travail voilà, qui soit vraiment là pour creuser la question avec l'étudiant. Alors voilà, on n'est pas non plus derrière toutes les assos, on ne peut pas consacrer un temps fou à chaque projet non plus, donc ça va être très variable selon les associations. Il y a des assos où malheureusement on aura tout fait pour que ça n'arrive pas, mais en fait l'étudiant se retrouve un peu livré à lui-même, et en fait l'asso elle est en mode bureau d'études commande, elle avait fait semblant jusqu'ici, mais en fait ils ne vont pas plus trop toucher le sujet. Ils vont juste donner accès au terrain à l'étudiant. Et puis il y a d'autres assos où vraiment voilà, il y a déjà une dynamique de fond enclenchée, des gens qui ont envie de se prendre voilà, des concepts, de dialoguer vraiment avec l'étudiant, etc. Donc là, on va aussi nous proposer nos services à l'étudiant ou à l'asso pour co-animer des temps de co-construction, pour voilà, voir vraiment concrètement comment je fais pour faire de la participation, parce qu'il ne suffit pas de le décréter, il faut vraiment savoir comment concrètement le faire. On propose ensuite un temps de médiation au milieu du projet à peu près, et puis à la fin, et puis on est là à la soutenance à la rentrée. On propose aussi 3 formations au cours de l'année. Donc la première sur qu'est-ce que c'est que la recherche participative, quelles sont vos problématiques, etc. La deuxième vraiment sur la posture de recherche, qu'est-ce que ça vient bousculer dans vos têtes d'apprentis chercheurs, d'être comme ça sur le terrain et de devoir être confronté à une volonté de rendre plus horizontale la circulation entre savoirs. Et puis une dernière formation plus sur le volet restitution-appropriation, donc restitution des résultats, mais surtout leur appropriation par l'asso, par la communauté professionnelle associative qui l'a sollicité. Voilà. Et on accompagne aussi, on essaye d'accompagner le plus possible, mais bon, parfois les projets aussi s'arrêtent juste là. On essaye d'accompagner sur la suite, donc à la fois sur la restitution, donc avec des restitutions qui peuvent prendre des formats assez variés et originaux. Et puis sur les suites parfois, on a 1 ou 2 projets par an qui continuent, avec lesquels voilà, on essaye de répondre ensemble à des appels à projets, on essaye de lancer une thèse, un post-doc, un deuxième stage de M2, un gros projet de recherche, une ANR, voilà, ça va dépendre, mais on va essayer de transformer l'essai quelque part sur les collaborations qui auront le mieux marché et auprès des assos sur lesquels ça aura vraiment pris. Voilà un petit peu notre rôle de A à Z. Ça, c'est la manière dont on fonctionne aujourd'hui.
Ce qu'on essaye aussi de développer de plus en plus à la boutique des sciences de Lyon, et notamment grâce au financement SAPS, Sciences avec et pour la société qu'on a eu l'année dernière. Donc Lyon 2 est pilote au niveau du site Lyon-Saint-Étienne du projet Lisière, qui est un projet du coup financé par SAPS, dont un des axes est la recherche participative et la boutique des sciences. Et donc on essaye d'aller au-delà de ces simples stages de M2. Et alors l'année prochaine, on va concevoir une formation pour les doctorants, puisqu'on a beaucoup de sollicitations de doctorants qui veulent faire de la recherche participative, qui sont lancés dans une thèse avec une asso ou une thèse en CIFRE ou autre, et qui en fait se retrouvent un peu sans outils, sans trop savoir comment faire. Voilà, si leur directrice de thèse n'est pas forcément acculturée non plus aux méthodes de recherche participative, c'est pas évident. Et puis nous, on a vraiment cet accompagnement en plus de venir recueillir toutes les questions et les états d'âme que ça pose d'essayer de faire de la recherche participative et de ne pas toujours y arriver comme on aimerait que ça se passe. Donc voilà, on est là pour faire ce lien-là. Et donc on va monter une formation pour les doctorants lyonnais à la rentrée 2024-25 du coup, qui vaudra des crédits dans les différentes ED, etc. On fait également de l'accompagnement de projets de recherche plus conséquents, je l'ai dit, donc notamment grâce à la dernière appel à projet de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche qui finance des recherches publiques en France, qui donc l'année dernière a lancé un appel à projet recherche participative pour la première fois, vraiment ciblé là-dessus, avec un cofinancement labo et association, et avec un financement pour un tiers veilleur, c'est-à-dire une tierce personne dont il fallait envoyer le CV, l'identité, etc., qui fasse ce rôle de médiation en fait, entre les acteurs du consortium. Nous, on est très contents que ce rôle-là commence à être un petit peu reconnu et demandé dans ces projets-là, parce que il y a plein de projets de recherche participative qui se passent très bien sans tiers veilleur, des acteurs, des chercheurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, entre lesquels c'est équilibré, etc. Mais on ne va pas se mentir, il ne suffit pas de se mettre autour d'une table et d'avoir envie de travailler ensemble pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait plus de rapport de pouvoir et que d'un coup, merveilleusement, les savoirs se croisent et que tout le monde soit content à la fin et qu'on ait à la fois des beaux articles scientifiques dans des revues scientifiques et puis des super résultats pour les acteurs. Donc voilà, on est un petit peu là pour assurer ça. Après, c'est un rôle, le rôle de tiers veilleur, qu'on est complètement en train de bricoler. C'est-à-dire que c'est des compétences un petit peu entre la médiation scientifique, l'animation, l'accompagnement des acteurs, le côté recherche aussi, parce que on est aussi quelque part, on a aussi un rôle en tant que tiers veilleur de recherche sur ce qui est en train de se produire dans la recherche participative en cours. Donc un rôle aussi de prise de recul sur ok, là dans cette réunion il s'est passé ça, moi j'ai plutôt observé ça en fait, et c'est vraiment hyper précieux, et c'est super de pouvoir avoir ce luxe quelque part d'avoir quelqu'un en plus qui joue ce rôle-là, parce qu'en fait s'il n'y a pas quelqu'un d'identifié qui joue ce rôle-là, qui se retrouve à animer le collectif de recherche? Ça dépend, des fois c'est co-animé entre un associatif et un chercheur, ou alors c'est le chercheur qui se ramasse tout le travail d'animation, etc. Ce qui peut être intéressant, il y a des chercheurs qui font ça très bien, mais c'est quand même utile, potentiellement, nous en tout cas on fait ce pari-là, d'avoir quelqu'un en plus pour faire tout ça. Je vais peut-être m'arrêter là pour discuter. J'ai un petit peu près fait le tour de ce que je voulais vous raconter comme ça de but en blanc. Peut-être un dernier mot sur le côté tiers veilleur. On essaye de se mettre en réseau. Donc nous on est hyper intéressés aussi par tous les gens qui gravitent dans ces milieux-là. On sait que l'accompagnement, la médiation, ça existe aussi dans d'autres milieux. Moi je fraye pas mal aussi dans les milieux des coopératives agricoles, et je sais que y a aussi des gens qui jouent ce rôle-là de médiation et d'animation dans les collectifs agricoles. Donc et je vois bien qu'il y a des postures professionnelles. Enfin, on a quelque chose à créer là dans un métier un petit peu d'accompagnement qui est vraiment hyper intéressant à creuser, et sur lequel il faut qu'on crée des dialogues et des espaces d'échange, parce que pour l'instant il n'y en a pas trop et on est un peu isolés en fait. Nous par exemple au sein de l'université, personne ne comprend trop ce qu'on fait.
Les chercheurs, ils voient pas trop qu'est-ce qu'on vient mettre notre nez dans leur projet. Alors les associatifs, ils voient à peu près, mais ils nous voient plutôt comme une ressource, un porte-monnaie et puis un service administratif, quoi. Mais voilà, on essaye de formaliser comme ça un petit peu notre rôle dans ces projets-là. Voilà. On va passer au temps des questions. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin de bouger un peu leur chaise pour se mettre à l'ombre. N'hésitez pas. Et si vous êtes assoiffé, vu qu'il fait plus de 30 degrés, n'hésitez pas non plus à boire. Voilà. Est-ce que des personnes ont des questions? J'en ai vu une par ici. Alors, il faut bien parler dans le micro, même si c'est bizarre, vu qu'il n'y a pas de son qui est produit. Oui, moi, il me semble que tu avais dit que tu nous donnerais 2 exemples et j'aurais bien aimé en avoir au moins un sur un peu thématique, quoi, parce que on n'a plus vu l'institution, toi, l'institution, et le fonctionnement, mais finalement, j'aimerais bien avoir moi un exemple concret, quel genre de questions, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai complètement passé ça à la trappe. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur notre site. Certaines années, on a fait des vidéos pour décrire nos projets. Parfois, on a des articles, des posters, etc. On est vraiment sur des thématiques extrêmement variées. Alors, principalement quand même SHS, c'est vrai, parce qu'on a moins de questions sciences dures. Quand on en a, on a du mal à savoir vers qui se tourner. Et quand on a réussi à en cerner une et à poser la question, on n'a pas de candidat étudiant qui vient nous voir. Donc voilà, je vous laisserai peut-être émettre des hypothèses sur le pourquoi. Mais voilà, en tout cas, c'est plus compliqué, mais on a des questions. On en a une par exemple cette année sur les risques liés aux ondes, voilà, ce genre de choses. Un exemple que je peux donner peut-être, c'est il y a 2 ans, on a eu une question d'un collectif, c'était même pas une association, un collectif citoyen qui s'appelle le collectif Kikuri. Qui est une asso de citoyens qui s'était opposée à la construction d'entrepôts logistiques dans l'ouest lyonnais sur des terres maraîchères. En fait, voilà, bon, leur envie de base à eux, c'était évidemment d'avoir un outillage scientifique pour arriver à démontrer que c'était une mauvaise idée ces entrepôts logistiques. Bon, ça rejoint un des warnings qu'on a nous à la base, c'est on n'est pas là pour vous apporter le tampon validé par l'université, même si on sait par ailleurs qu'évidemment les boutiques des sciences sont aussi là pour apporter un côté contre-pouvoir à des gens qui par ailleurs en face ont des personnes qui se payent des expertises scientifiques et des départements R&D pour montrer que leur entrepôt en fait il est écolo, quoi. Donc voilà, on a quand même essayé de retravailler cette question avec cet asso. On a abouti à une question plutôt sur la question de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire du territoire. Donc comment en fait, grâce aux terres maraîchères localisées sur la Comcom, on pourrait nourrir l'EHPAD et l'école, la communauté scolaire voilà, sur place. Et donc une question un petit peu plus méta sur en fait, quel jeu d'acteurs doit se mettre en place et doit être travaillé pour arriver à ça. Voilà, donc ça c'était notre question, c'était la question un peu dans l'offre de stage, quoi. On a eu une étudiante en géographie qui a postulé, voilà, qui a commencé à travailler sur le sujet. Et puis finalement, en voyant comment le collectif fonctionnait et tout ça, elle s'est dit qu'en fait la question, enfin vraiment d'un commun accord avec l'asso, alors très souvent la question elle est redéfinie en fait au cours du stage, mais moi je dis toujours aux assos c'est normal, c'est intéressant, c'est ça la recherche en fait. Vous partez avec une question, vous ressortez avec une autre et vous n'avez jamais de réponse et c'est normal et c'est pas grave. Et donc elle a plutôt posé une question, voilà, ils ont plutôt glissé sur quel rôle du collectif citoyen dans les jeux d'acteurs sur la question des politiques alimentaires sur un territoire comme ça. Donc finalement elle a fait une étude comparative avec le triangle de Gonesse, enfin d'autres endroits comme ça où il y avait des terres maraîchères menacées. Et en fait son travail a vraiment servi à l'asso à pouvoir se repositionner et passer un petit peu d'un stade qu'ils avaient, que la sociologie avait documenté, à un autre stade de sa propre histoire en fait quelque part. C'est vrai que souvent nos étudiants ils retournent le focus de l'objet que l'asso voulait observer à l'asso elle-même ou aux acteurs eux-mêmes. Ça se passe plus ou moins bien selon les cas. Là en l'occurrence ils étaient vraiment contents parce qu'à la fois elle a pu voilà, faire le diagnostic un peu qui
dont ils avaient besoin voilà, par rapport à la réalité qui avait été soulevée. Mais elle leur a aussi apporté vraiment des outils de compréhension et des concepts de compréhension de ce qu'eux étaient en train de faire en fait, pour que voilà, ils puissent aussi reconsidérer dans quel environnement ils étaient, et vraiment avec eux, leur savoir aussi et leur connaissance qu'ils avaient du territoire, qu'elle, en 6 mois, elle n'aurait pas du tout pu capitaliser, quoi, évidemment. Enfin, eux, ils avaient aussi fait tout un travail voilà, d'expertise foncière, d'aller voir les élus, les autres acteurs, etc. Donc voilà, elle a vraiment pu aussi capitaliser sur leur propre savoir. Et du coup, de ce stage, quelque part, a émergé une scission du coup, de l'association en un peu 2 collectifs voilà, assez complémentaires. Alors, c'est souvent en fait que, enfin, je l'avais observé pendant l'étude d'impact, c'est souvent qu'en fait un stage boutique des sciences provoque, comme plein de stages d'étudiants et puis des recherches, etc., mais provoque un petit tremblement de terre sur le terrain choisi et n'aboutit pas, voilà, aboutit parfois à des résultats un petit peu différents. Et donc ensuite, avec un de ces collectifs-là, on a sollicité des financements pour continuer une recherche sur l'autonomie alimentaire sur ce territoire-là. Bon, on n'a pas eu les financements, mais voilà, il y a une volonté d'aller rechercher. Et là, c'est marrant parce qu'il y a 2 mois, ce même collectif nous a ressollicité parce qu'ils ont récupéré un verger avec des 60 cerisiers et qui s'interrogent sur l'adaptation de leurs cerisiers au changement climatique. Et du coup, là, on va aller solliciter une équipe d'agronomes pour essayer d'aller travailler avec eux sur ce terrain-là. Voilà, donc c'est une question. Alors, c'est marrant, c'est pareil, ils arrivent vers nous avec une question qui est vraiment. Même pas une question, en fait, on a des cerisiers, les cerises sont trop petites pour le. Parce qu'il y a de la sécheresse, donc du coup, les cerises sont trop petites pour le conventionnel, donc, pour la commercialisation. Donc, à la fois, on a des cerises sur les bras. Et en plus, agronomiquement, on ne sait pas comment faire du coup. Donc en fait, nous, on a identifié aussi qu'il y a en fait 2 questions dans leur question. Il y a une question technique, agronomique. Voilà, on va essayer de se mettre en lien avec des agronomes qui puissent les aider à formaliser un protocole sur leur cerisier. Mais en fait, il y a aussi une question de filière, de redéfinition du produit cerise de l'Ouest lyonnais, parce que c'est un produit un peu emblématique, etc. Donc voilà, on va essayer de les accompagner comme ça, sûrement plutôt vers 2 projets différents, quoi. Voilà un exemple de projet qu'on a eu par exemple voilà, il y a 2 ans, et l'étudiante a continué d'ailleurs pendant quelques mois suite au M2 à travailler aussi avec eux. Maintenant elle bosse, elle est partie travailler ailleurs, mais voilà. Et c'est vrai que voilà, une des chercheuses avec laquelle on a travaillé là-dessus, je sais, s'est servi aussi de cet exemple-là voilà, dans ses travaux par la suite, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais... Bah, merci beaucoup. On peut prendre encore 1 ou 2 questions et passer à la présentation suivante. Je vois une question là-bas et puis ensuite... Et je vous passe le micro. Merci beaucoup. Du coup, ça me fait penser un peu à ce qu'on a essayé de réfléchir, parce que du coup, pour moi, ce que vous faites, c'est une conciergerie de recherche. Et du coup, effectivement, ça permet de récolter les avis et les questions qui sont autour de votre territoire pour pouvoir les traiter. Et donc, voilà, le mot conciergerie de recherche, on aime bien, donc je vous le donne au cas où, si vous voulez l'utiliser. Hein. Ma question était justement sur le rôle et les fonctions que vous mettez en place dans l'intermédiation auprès des stagiaires de Master 2. Comment vous accompagnez ces Master 2 dans l'intermédiation, parce que du coup, ce n'est pas des spécialistes des associations, et inversement, les associations ne sont pas forcément des spécialistes des sciences. Donc, comment vous faites au quotidien pour les accompagner au niveau culturel, au niveau du vocabulaire, etc. Et deuxième question qui en découle, quel est le pourcentage de réussite, d'aboutissement de ces Master 2, avec notamment peut-être un chiffre concernant le nombre de créations d'articles scientifiques, de posters, de conférences. Est-ce que vous avez déjà réussi à amener des participants, associations à aller présenter leurs travaux sous format poster ou autre en conférence? Voilà, merci. Ok, j'aime bien conciergerie de recherche, mais du coup c'est déjà pris, c'est ça? Vous avez déjà un... Ah non. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un côté guichet aussi, ouais, guichet des savoirs, je crois qu'à Toulouse il y a un truc qui s'appelle comme ça. Tout à fait. Alors sur les rôles et fonctions d'intermédiation,
Ça va beaucoup varier d'un étudiant, d'un projet à l'autre. En général, on est appelé quand ça brûle, donc on a un rôle de pompier. Voilà, quand l'étudiant a reproposé une problématique et que l'asso n'en veut pas, quand le chercheur qui encadre l'étudiant a décidé d'orienter le projet sur autre chose, quand l'asso en fait bloque l'accès au terrain à l'étudiant. Voilà, ça va être tous des cas comme ça où en général, alors ça peut arriver que l'asso nous sollicite, mais en général c'est l'étudiant qui vient nous voir et qui nous dit ah, là j'arrive pas, là en fait ils veulent pas me dire ça, en fait j'ai l'impression qu'ils s'en fichent dans l'asso de mon truc, voilà, ça va être beaucoup des choses comme ça. Donc nous, voilà, on va être juste à rappeler, voilà, mais vous vous rappelez, quand on s'est vu au début, à la première réunion, on avait dit que l'objectif c'est ça, vous étiez engagé à mettre tel et tel moyen humain et autres à disposition. Souvent, on a aussi un rôle presque de garant et de fil rouge du processus parce qu'en fait, 1 an et demi dans le monde associatif, il y a des fois beaucoup de changements de personnes. Donc ça nous arrive tous les ans d'avoir voilà, un stage dans une équipe de gens qui en fait n'ont pas sollicité la question. Et voilà, c'est l'équipe d'avant qui avait eu l'idée. Et donc voilà, ça peut poser plein de problèmes. Voilà, donc nous, on essaye d'être garant de la mémoire aussi du projet, même si ce n'est pas des projets très longs, il faut quand même quelqu'un qui soit garant de la mémoire du projet. Et même à notre échelle, ce n'est pas évident, parce que nous aussi, on a un peu de turnover. Voilà, donc ce rôle-là. Le rôle aussi juste d'écoute, parce que les étudiants, du coup, ça leur pose plein de questions, donc ils ont besoin d'échanger entre eux. On fait vraiment des petites promos, Boutique des Sciences, donc ils sont une dizaine, ils sont de masters différents. Voilà, on les fait se réunir 3 fois, des journées entières pour échanger entre eux et voilà, ils nous disent vraiment que ça leur fait énormément de bien. Il y a des masters où ils ont ces espaces, mais finalement vraiment peu, et les enseignants-chercheurs étant sous l'eau, voilà, leur rôle aussi d'accompagnement est parfois compliqué. On leur apporte aussi des méthodes très concrètes. Voilà, on leur dit, voilà, là vous allez réussir à réunir 4 personnes de l'asso. Pour retravailler la problématique, comment vous faites concrètement? Donc là, c'est là où moi, mes outils d'éducation populaire me servent énormément. Voilà, je leur dis de faire avec tel ou tel type d'outils, comment on fait s'approprier à l'asso la question, etc. Donc ça va être ça. Après, sur l'acculturation, c'est beaucoup dans la phase d'amont, en fait. C'est vraiment... voilà, l'asso qui vient nous voir, on essaye d'expliquer comment fonctionnent les sciences et qu'est-ce que c'est qu'une démarche scientifique, en particulier en SHS. Et après, ça va vraiment être plus à l'étudiant sur les concepts. Voilà, on va beaucoup leur mettre le haut là, en fait. L'étudiant, voilà, souvent, ils vont vouloir partir assez loin dans voilà, l'appropriation par l'asso de tel ou tel auteur, par exemple. Donc, on va leur donner des manières aussi de vulgariser ce qu'ils veulent faire, etc. Et pareil, l'asso, on va essayer aussi qu'ils ne noient pas l'étudiant dans tout ce qu'ils font, parce que souvent une asso a plusieurs activités. Ok, c'est bien que l'étudiant il voit un peu tout ce que fait l'asso, mais voilà, ne perdez pas de vue quand même qu'il est là pour travailler sur tel sujet. Il peut faire un peu d'opérationnel aussi, parce que c'est bien, ça le met dans le bain, puis il verra des choses, il observera des choses. Mais voilà, laissez-le aussi faire son travail de recherche. On les incite aussi beaucoup à ne pas passer tout leur temps dans l'asso, mais à faire une semaine par exemple, pour voilà, avoir le temps de décanter ce qu'ils observent, etc. Après, c'est des conseils de b.a.-ba, de méthodes scientifiques, quoi. Pareil, là, on est en train de... Il y en a plusieurs qui nous sollicitent pour relire leur plan. Voilà, après, quelque part, normalement, en fait, ce ne serait pas notre rôle. Mais en fait, si, parce que nous, on a l'historique de quelle était la question posée à la base, on a un peu des notions sciences humaines, donc du coup, voilà, on a une idée un petit peu de comment, évidemment, toujours en articulation avec leur encadrant pédagogique, hein, mais on a quand même une idée un petit peu de comment ça va se passer par la suite, voilà. On va prendre une dernière... On va prendre une dernière question avant de passer à la présentation suivante, parce qu'on a pris un peu de retard sur le programme. Voilà. Merci. Ma question, c'est sur le type d'asso que vous avez ou que vous recherchez, parce que vous mentionniez que vous aimeriez aller, ou que des assos viennent vers vous qui sont un peu plus éloignés du monde de la recherche. Et si j'ai bien compris, en fait,
pour accueillir un étudiant, il faut déjà que l'asso remplisse un certain nombre de conditions. J'imagine des assos qui sont toutes petites et ou très jeunes, ça va souvent ensemble, ou qui n'ont pas de locaux. Est-ce que ça, c'est pas aussi un frein dans ce que vous recherchez, de trouver des assos plus éloignés du monde de la recherche? Est-ce que le fait que ce soit jeune, petit, pas très structuré, avec pas de locaux, c'est une difficulté que vous rencontrez? Pardon, je réponds juste à la deuxième question que j'ai oubliée tout à l'heure. Pourcentage de publi, tout ça, colloque, très peu. Enfin, non, voilà, c'est pas trop arrivé. Ou alors c'est arrivé, puis on l'a appris après, et voilà. Par contre, les mémoires sont très bons. Enfin, la plupart des mémoires sont vraiment excellents en général. Et on a à peu près peut-être un quart des étudiants qui continuent en thèse après. Donc c'est quand même, voilà. Parce qu'aussi on sélectionne des étudiants intéressés par la recherche. Ce qui est aussi un biais d'ailleurs, mais voilà. Sur le type d'assaut recherché, alors nous on ne cible pas nos recherches. On a vraiment des profils très différents et on accepte des trucs assez variés. En effet, avoir des locaux, c'est bien, mais en vrai, on a toujours à peu près un quart d'asso qui n'a pas de locaux. Et tant pis, l'étudiant, il vient chez nous, ou alors il va à la BU, il bosse de chez lui, il va au labo, et puis il va avec l'asso que quand il y a des événements. Enfin, c'est pas rédhibitoire pour nous. Après, c'est vrai que c'est un peu facilitant parce que ça offre une certaine stabilité. On est sûr qu'un an plus tard, quand le stagiaire va vraiment commencer, il y aura quand même quelqu'un, quoi. Quoique, des fois, on a des locaux, puis un an plus tard, il n'y a plus personne. Mais, et après, sur les conditions d'accueil, c'est vraiment le fait d'avoir un terrain à offrir. Ça, on commence à faire vraiment plus attention à ça. C'est-à-dire que, par exemple, là, l'asso dont je vous parlais tout à l'heure sur le tirage au sort, en fait, ils sont 2. Donc, c'est un collectif de ces 2 personnes. Et en fait, ils se posent des questions comme ça sur la démocratie, mais ils n'ont pas de... voilà, c'est pas comme si ils faisaient déjà des ateliers dans des comités de quartier, ou comme s'ils avaient fédéré des gens qui réfléchissent à ça, ou qui ont envie de proposer quelque chose. Enfin, ils n'ont pas de terrain vraiment, quoi. Donc du coup, pour nous, ça va pas être possible. Après, c'est triste et on va pas les lâcher, en fait. On va quand même leur proposer une réponse. On les a mis en lien avec des chercheurs qui bossent sur ça. Voilà, on va essayer de les garder un petit peu parce qu'on sent qu'ils sont vraiment hyper éloignés de ces méthodes-là, mais qu'ils ont envie. Donc du coup, là, on est en train d'essayer de monter avec eux une expérimentation auprès des étudiants, en lien avec une asso étudiante aussi qui se questionne sur les formats démocratiques. Voilà, et puis peut-être d'ici 2-3 ans, ils seront mûrs pour vraiment poser une question boutique des sciences, quoi. Donc c'est aussi beaucoup de la maturation de projets, parfois à long terme. Et après, on a des grosses assos du type fédération, je sais pas, fédé des centres sociaux par exemple. Bah ça, en fait, ça ne veut pas dire forcément qu'on va dire oui, parce que parfois, même dans une grosse asso, en fait, il y a juste une chargée de mission qui se pose la question. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de dynamique de recherche. Et en fait, ils cherchent juste un poste parce qu'ils n'ont pas de poste et ils n'ont personne pour écrire leur projet politique ou je sais pas, voilà, sur des trucs. Des fois, on a des questions, c'est vraiment... on a beaucoup de questions sur des études d'impact parce qu'en fait, il faut qu'elles en fassent, mais elles n'ont pas le temps et elles ont envie de faire ça correctement et c'est normal. Mais voilà, là-dessus, on est vigilant aussi à ce que ce ne soit pas du travail déguisé. Après, on arrive... pas toujours, mais voilà, on a quand même des formats très variés. Après, ça demande un accompagnement différent, quoi, vraiment, une présence différente auprès d'eux, quoi. Super. Eh ben, merci beaucoup, Hélène, pour ta présentation. Alors, on va passer à la deuxième présentation et juste après les questions, on aura un temps de pause avant de partir visiter le jardin partagé Permaculture Saint-Gall. Et je vais vous faire passer les plaquettes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait un partage d'expérience sur un dispositif qui accompagne des démarches de recherche participative ou qui accompagne leur émergence. Et là, on va plonger dans un partage d'expérience sur une démarche de recherche participative, de recherche et sciences participatives, qui est en pleine évolution. Et, enfin, je laisse la parole pour ne pas dire de bêtises. Ok.
Alors, moi, je suis Sandrine Glatron, je suis chercheuse au CNRS depuis 1998. Et donc, pour faire comme ma collègue, je vais un petit peu juste vous décrire mon parcours et comment je suis arrivée là. Et en faisant cet exercice, je me suis dit, bon sang, comme les vieux qui regardent derrière eux, c'est quand même super cohérent ce que je fais. Voilà. Donc, je vais vous décrire cette reconstruction qui correspond quand même à quelque chose de vrai. Donc l'archéologie du projet Solanville, et puis bien sûr je parlerai du projet Solanville pour lequel j'ai apporté un peu de matériel puisqu'on n'avait pas notre sempiternel PowerPoint. Alors moi je suis géographe aussi, plutôt de la ville. Et j'ai travaillé d'abord, mais là je ne vais vraiment pas m'étendre là-dessus, sur la question des risques technologiques majeurs. Et j'ai fait de la modélisation. Alors c'est très très loin de Solanville, hein, mais finalement pas si loin que ça, vous allez voir. Et donc quand j'ai eu terminé ma thèse, je me suis dit, ah mais bon sang, ces histoires de... Je suis urbaniste aussi, enfin j'ai une formation double géographie et urbanisme. Et donc en arrivant au bout de ma thèse qui traitait donc des risques technologiques majeurs liés au transport et au stockage des matières dangereuses en région parisienne en l'occurrence, en ville, et où l'idée c'était de réfléchir comment est-ce qu'on pouvait aménager le territoire pour limiter les risques. Je vais très 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 vite. Hein. Et donc voilà, j'ai fait de la modélisation pour un peu donner du conseil finalement aux organismes d'aménagement du territoire sur comment faire avec leurs risques pour les limiter. Bien qu'ils soient importants, bien que l'activité génératrice soit importante dans la ville. Et puis au bout de la thèse, j'ai terminé cette thèse voilà, soutenue et j'ai pointé le doigt sur le fait qu'en fait cette question des risques, elle était extrêmement liée de manière générale, hein, pas seulement les risques majeurs technologiques, aux questions des représentations. C'est-à-dire qu'en fait, devient un risque. En gros, il y a un risque quand il y a un focus à la fois politique, des représentations, etc. Mais ce n'est pas juste un élément dangereux dans un désert. C'est aussi l'endroit où il se situe. Et bref, ce n'est pas du tout une nouveauté, mais les risques sont une construction sociale. Et j'avais assez peu traité dans la modélisation de cette question des représentations, notamment pour évaluer les questions de vulnérabilité. Ce n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que du coup, oups, virage à pas tout à fait 180 degrés, mais on va arrêter de faire de la modélisation. Tout ça, c'est des histoires de techniciens, même si c'est aussi déjà de la politique. On va s'intéresser aux représentations citadines. Dans le langage courant, c'est plutôt ce on utilise plutôt le terme de perception. Là, c'est pareil, je ne vais pas faire des débats sur les termes. Et ces représentations, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment en fait les citadins, les acteurs du territoire, mais plus particulièrement les citadins, monsieur lambda, monsieur tout le monde, dans le contexte urbain, se représentaient, voyaient les questions d'environnement, donc des questions de risque et de nuisance, mais aussi des questions d'aménagement. Et dès les années 2000, j'ai soutenu ma thèse en 1997, et dès les années 2000, je faisais partie de programme de recherche sur les trames vertes et bleues, qui sont les continuités écologiques. Et elles ne sont pas du tout à l'échelle spécifiquement urbaine, hein, c'est même réfléchi au niveau européen. Et l'idée, c'est de ménager, dans un contexte de fractionnement des paysages, de ménager des corridors écologiques pour permettre des échanges aux espèces, qu'elles soient animales ou végétales, pour éviter qu'il y ait un appauvrissement de la biodiversité parce que les réservoirs de biodiversité sont fermés par les autoroutes, fermés par les villes, etc. Bon, encore une fois, on a l'air d'être un peu loin, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était comment est-ce que les citadins, puisque du coup je me suis intéressée qu'au milieu urbain depuis ces années-là, comment est-ce que les citadins appréhendaient cette politique d'aménagement du territoire des trames vertes et bleues, donc ces continuités écologiques à l'intérieur du territoire. Qu'est-ce qu'ils en voyaient ? Parce que ça reste un langage très technocratique, technoscientifique, quand on parle de trame verte et bleue. D'ailleurs, c'était très drôle parce que je fais beaucoup d'entretiens et de questionnaires. Et quand on parlait de tram, les gens ils nous mentionnaient la voie du tram. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Enfin, encore que les voies de tram soient aussi des trams et des réseaux. Mais voilà, c'était assez intéressant. Et à partir de ce moment-là, on s'est intéressé aussi aux questions de langue et de dichotomie entre la sphère linguistique et technoscientifique et la sphère plus généralement du langage courant. Comment est-ce que tout ça se rencontrait? Donc voilà, on est sur les représentations. Et puis derrière tout ça, je m'étais aussi intéressée aux enjeux de démocratie finalement que posaient ces
politique d'aménagement du territoire un peu parachutée et assez peu connectée aux préoccupations de monsieur tout le monde dans la ville. Ça pour les trams vertes et bleues. Et puis il y a eu un deuxième tournant dans ce que j'ai travaillé comme question, c'était celui d'arrêter de m'intéresser aux risques et aux nuisances. Alors j'ai jamais complètement arrêté parce que malheureusement je suis étiquetée depuis cette époque, donc depuis 30 ans sur cette question, on vient toujours me chercher sur la question des risques. Mais je trouvais que c'était extrêmement mortifère finalement comme réflexion. Dans le contexte actuel capitalistique, on regarde toujours qu'est-ce qui peut aller mal et comment on va faire pour se prémunir de ce qui peut aller mal. Et j'ai trouvé ça vraiment déprimant. Alors on est déjà dans un contexte déprimant et du coup je me suis intéressée plutôt au côté positif de la question des questions environnementales, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et assez rapidement, donc les trams vertes et bleues étant un côté quand même plus positif que les risques, mais aussi à tout ce qui était nature en ville, qui est connecté aux trams bleus, hein, et tout ce qui est également aménagement des jardins, comme étant une manière aussi pour les citoyens d'avoir une emprise sur leur territoire. Donc vous voyez, ça peut paraître un peu comme ça à l'emporte-pièce, mais il y avait quand même une certaine cohérence dans ce parcours. En 2015, il faut aussi mentionner que je prends la tête de la zone atelier environnementale urbaine, qui est un dispositif de recherche labellisé par le CNRS et qui est en fait qui vise à travailler les questions environnementales sur un territoire déterminé. Je vais vous dire après qu'il y a une cohérence fonctionnelle en interdisciplinarité, c'est-à-dire en gros s'intéresser aux questions environnementales, écologiques, pas seulement, mais environnementales, sur des espaces en pluridisciplinarité avec des regards de différentes disciplines scientifiques. Alors la zone atelier environnementale urbaine, elle fait partie d'un réseau. Son terrain de jeu, son unité fonctionnelle, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Moi j'étais là sur place, parfait. Et elle cherche en fait déjà finalement à faire de la science participative puisqu'il s'agit de co-construire des questions de recherche avec les acteurs du territoire. Notre acteur principal, c'est l'aménageur, le gestionnaire de l'Eurométropole, c'est-à-dire l'Eurométropole, mais on travaille aussi avec des associations, différentes autres instances qui interagissent avec le territoire, comme, alors ils ont changé de nom, mais l'association de surveillance de la qualité de l'air, hein, SINASQUA, l'ASPA. Toutes ces associations ont changé de nom dans les 10 dernières années. Mais bref, j'ai pris la tête de cette zone atelier environnementale et donc on a finalement, c'est un peu dans l'ADN de la zone atelier environnementale urbaine de faire des sciences participatives ou de la recherche participative plutôt avec les acteurs du territoire constitués en association ou constitués en institution. Alors, il manquait quand même le citadin, donc je vous ai dit au départ, c'est un peu aussi quand même un fil que j'ai tiré avec les représentations citadines des problèmes environnementaux. Et donc, quand en 2017, suite à... enfin bref, comme je suis aussi liée avec les milieux enseignants, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse dans la continuité des trams vertes et bleues à la biodiversité qu'on trouvait en ville. Et j'ai donc collé un étudiant, enfin deux en fait, sur la biodiversité des jardins partagés pour essayer de voir si c'était intéressant dans les trams vertes et bleues, même si c'est des tout petits patchs. Voilà, donc on a eu un étudiant en Master 1 en 2018 qui a fait une thèse, enfin un Master 1 de géographie environnementale, participé à l'étude de la faune du sol dans les jardins partagés de Strasbourg. Et c'est vraiment le tout début de Solanville. Et parallèlement, une étudiante qui a fait son Master 1 la même année sur la perception de la biodiversité urbaine dans le cas des jardins partagés et potagers de Strasbourg. Donc voilà, c'est le deuxième volet. Et elle a continué en M2 avec la même question. Voilà. Donc là se rejoignait à la fois la question des représentations, de la biodiversité, des trams vertes et bleues, et la question de la démocratie. Alors elle arrive là, elle paraît un petit peu parachutée, mais je vais vous en parler juste après. La question de la démocratie qui a été traitée par une thésarde sous ma direction à partir de 2016, donc on est vraiment dans les mêmes années, qui a traité des jardins partagés terreaux de participation citoyenne sur l'appropriation de l'espace public et la construction de communs. Donc voilà, on est dans le milieu encore très universitaire, mais on est très lié avec des espaces
des espaces utilisés par les citadins. Voilà. Alors, après, suite à ça, parce que je travaille aussi depuis de nombreuses années avec le monsieur qui est assis là, qui est Florian Frank-Neumann et qui est éco-conseiller, nous avons décidé que c'était intéressant de davantage impliquer les citoyens dans cette question sur la biodiversité, donc dans la lignée des différentes fils que j'ai tirés tout à l'heure. Et donc on a commencé à travailler sur comment avoir des subsides. Alors ça, c'est vraiment le nœud de la guerre, hein. D'ailleurs, ma prédécesseuse l'a bien dit, s'il n'y a pas de poste pour s'occuper des affaires, il ne se passe pas grand-chose. Donc comment étudier la biodiversité avec les citoyens dans des espaces urbains. Et c'est le début de Sol en Ville. Alors on a eu l'appui d'abord de la zone atelier environnementale urbaine dont j'ai parlé, et aussi du coup de l'Université de Strasbourg, puisqu'on a répondu pour avoir des subsides à l'appel à projet IDEX, sciences participatives. On ne l'a pas eu la première année, on l'a eu la deuxième année, donc on a commencé en 2020. Ça ne tombait pas très bien pour travailler avec les citoyens sur le terrain, parce que Sol en Ville, je vous explique un peu de quoi il s'agit pour ceux qui ne sont pas au courant. Il s'agit d'étudier donc cette biodiversité des sols, en particulier la macrofaune des sols, c'est-à-dire en gros tout ce qui grouille à la surface des sols, donc la macrofaune épigée ou pédofaune épigée qui circule sur les sols. Donc pour ça, pourquoi on utilise ce maillon de la biodiversité ? D'ailleurs, d'abord parce que moi, je suis toujours fascinée par ceux qui grouillent comme emblème du vivant, d'abord. Et puis aussi parce que c'est des choses qui peuvent éveiller la curiosité et qui sont faciles à voir. Alors, bien sûr, on est accompagné par des outils dont je mentionnerai juste le nom. Donc, il s'agit en gros, suivant un protocole qu'on n'a pas créé du tout, puisque comme je vous l'ai dit, je suis géographe et pas du tout biologiste, ni biologiste des populations. Donc, il s'agit, à l'aide d'un appui d'une plateforme qui s'appelle Jardi Biodiv, d'aller suivre un protocole. Donc là, on est dans le crowdsourcing, mais on voudrait aller plus loin. Donc on fait des trous dans le sol avec un plantoir, on y met un gobelet et on attend une semaine. Et après, on va aller regarder ce qui est tombé dans le verre. Et à l'aide de cette plateforme qui s'appelle Jardi Biodiv, on va identifier les bestioles, les compter et, si possible, abonder une base de données qui est contenue sur la plateforme. Voilà. En quoi a consisté mon rôle, puisque je ne suis pas biologiste, et pourtant ça m'intéresse quand même ces histoires de biodiversité. Eh bien, ça a consisté un petit peu finalement de la même façon qu'une boutique des sciences, à monter une équipe. Donc pluridisciplinaire. Alors ça, je suis relativement habituée à ça, puisque comme je vous ai dit, depuis 2015, je dirige cette zone atelier environnementale, c'est-à-dire 50 chercheurs, 14 équipes, depuis la biologie moléculaire jusqu'à la sociologie du sport. Donc voilà, c'est vraiment des tas de langages. Donc voilà, ça, je suis un peu rompue. Je me suis aussi appuyée sur le réseau des partenaires que Florian Frank-Neumann connaît très bien. Et il s'est agi pour moi de monter une équipe en m'appuyant sur les collègues, notamment de la zone atelier, mais aussi du territoire, des associations, pour essayer de trouver des contributeurs. Donc l'idée, c'est de Sol en Ville, qui veut dire ensemble connaître, observer, améliorer la diversité de la pédofaune urbaine. C'est de mettre en place un réseau de participateurs, contributeurs volontaires pour connaître et suivre la biodiversité ordinaire des sols urbains. Voilà, alors notre public, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est les citoyens. Les citoyens, quand ils sont étudiants, ceux-là, c'est nos plus grands fans, toujours très enthousiastes, très efficaces, pour certains un peu captifs, c'est pratique pour avoir des résultats, et puis des agents des collectivités et des associatifs. Alors, il y a 4 volets. Alors, je reviens sur mon rôle. Qu'est-ce que je fais là-dedans ? Moi, en fait, les histoires de colembole, je ne suis même pas sûre de savoir les reconnaître. Bon, maintenant, je sais, mais voilà, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de mener de front 4 des objectifs. Donc, connaître, évaluer, diffuser les pratiques de gestion et la connaissance des sols. Ça, c'est plutôt de la coordination de mon côté. Co-construire, participer à la co-construction d'un référentiel de qualité des sols. Donc, aider à développer la connaissance scientifique et aussi
un rôle qui revient souvent quand même dans les sciences participatives malgré tout, ou les recherches participatives, démocratiser la question de la biodiversité des sols, d'une part, et le rôle sol, sciences et société. Enfin, réfléchir au rôle sciences et société qui est un des enjeux de mes interrogations à moi en tant que chercheuse. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit bilan rapidement. Après, zut, plus mon... Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Il me reste 5 minutes, donc c'est parfait. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Oui, peut-être pour commencer, comment est-ce qu'on fonctionne après 3 ans? D'une part, on essaie de trouver des contributeurs volontaires. C'est la tâche la plus difficile. C'est-à-dire qu'aller demander à monsieur lambda de faire un trou, ça a l'air bête, hein, de faire un trou dans le sol et de piéger pendant 7 jours, ensuite de reconnaître à l'aide des fiches, il y a plein d'outils, hein, de reconnaître les bestioles grâce à des fiches très très bien faites, hein, et ensuite de rentrer ces résultats sur une plateforme, et ben en fait c'est pas si facile. Les gens, globalement, ils ne le font pas tellement. Alors, le deuxième volet, enfin, pour arriver quand même à faire ce volet de notre recherche qui consiste à améliorer la connaissance scientifique, très rapidement, on dit, bah, on a été chercher les étudiants. Alors là, par contre, ça a marché du tonnerre de Dieu. C'est-à-dire qu'on a eu déjà des TP, qui étaient donc dans le cursus obligatoire des étudiants de licence de biologie, donc ils sont quand même un certain nombre. Ils pouvaient choisir ce module qui n'est pas seulement sur sol en ville, mais dont 2 TP consistaient à aller échantillonner grâce à notre protocole, à ce protocole, d'aller échantillonner les sols. Donc ça a très bien marché. Ce qu'on a pu ajouter par rapport à un TP classique, c'est qu'en fait on a coordonné finalement les lieux où ils allaient échantillonner en accord avec l'intérêt de la collectivité notamment. Donc par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des réserves, des sortes de petites réserves, des fois c'est des timbres-postes au milieu de la ville, où on interdit aux gens d'entrer. Il y en a un par exemple à Schuttfeld, je ne sais pas si vous voyez, un terrain clos où on n'a pas le droit d'entrer, où ils essayent de garder de la biodiversité un peu vivante, quoi. Et donc par exemple, eux ils nous donnent les clés, ils nous disent là on aimerait bien savoir. Donc voilà à quoi on peut servir, de faire de la coordination. On a eu un stagiaire aussi financé par l'université sur la biodiversité des campus, pas de Strasbourg seulement, de toute l'Alsace. Et donc là, c'est pareil, tout à coup, c'est monsieur M2 qui échantillonne 500 pièges. Il n'est pas tout seul, mais voilà, tout à coup, on a une énorme masse de données. Donc, question des données, on a à peu près ce qu'on veut. Enfin, on en a pas mal. Cette année, on a organisé un stage avec les licences sur 6 semaines où ils sont accompagnés sur les questions écologiques, mais il y a aussi de l'échantillonnage. Donc voilà, on a pas mal de données, mais pas beaucoup des citoyens. Alors, dans notre idée, ce n'était pas seulement développer la science, hein, comme je vous ai dit, enfin en tout cas les données naturalistes, c'était aussi sensibiliser et faire monter en compétences les gens qui s'intéressent à cette question. Et donc on a tout un volet de conférences, un peu tout azimut, mais toujours sur la question de la biodiversité, de la ville, aussi des politiques de biodiversité. Et donc on a une douzaine de conférences par an, qui se passent le plus souvent quand on peut dans les locaux de l'université. Et puis le dernier volet aussi qu'on essaye de développer, c'est ce que je vous disais un peu au fil de mon propos, c'est réfléchir à ce que fait la science à la société et la société à la science. Et donc on a un volet réflexivité, mais qui peine un petit peu à trouver des moyens de s'exprimer, on va dire. Voilà. Alors au bout de 3 ans de recherche, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi je suis très très contente et très très enthousiaste face à cette recherche, notamment parce que finalement le lien science-société il se fait à travers les étudiants, mais il se fait aussi sur le terrain avec les associations, avec monsieur lambda qui, même s'il n'échantillonne pas dans son jardin ou sur son bout de trottoir, est intéressé par ces questions et a plein de questions à poser. Et, voilà. Et du coup, il y a un vrai microcosme, une vraie communauté qui s'est créée depuis 3 ans. Et Florian me corrigera si je ne dis pas exactement ce qu'il en est, mais on a notamment, à chaque fois, on prend les mails, on a une mailing list et on diffuse une newsletter, bien sûr, comme tout le monde.
Et donc on a un peu plus de 600 voire 700 noms maintenant de gens qui ont un jour laissé leurs coordonnées en connaissance de cause, hein, pas juste pour nous faire plaisir, pour être au courant de tout ce qu'on fait comme événement. Donc il y a une communauté qui se développe et qui est très enthousiasmante, les étudiants étant pour beaucoup dans le lien avec tous les différents acteurs et aussi dans la production de données, comme je l'ai dit. On a également un enrichissement de la thématique. Alors c'est ce que j'ai mis dans ce poster, vous pourrez le regarder après. On a un enrichissement de la thématique, on est parti de la macrofaune parce que je ne vais pas dire que c'est facile, mais disons qu'il peut y avoir une appétence pour toutes ces petites choses qui grouillent, il peut y avoir aussi pas mal de dégoût d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on voit et on peut avoir envie de le connaître, mais on a étendu évidemment la biodiversité aux questions la biodiversité des sols à des questions plus larges comme la qualité des sols, notamment tous les rôles que ces sols peuvent avoir dans la régulation climatique, dans la régulation du cycle de l'eau, du cycle du carbone. Donc on commence à élargir finalement le rôle des sols vivants à d'autres thématiques. Et puis aussi à la flore, bon ça c'est encore en construction. Et pour ça on a continué, parce qu'il faut qu'on nourrisse les gens qui ne sont pas statutaires, et qui font partie du programme. On a donc sollicité des aides d'appel à projet, dont la mission transverse interdisciplinaire du CNRS, ce qui nous a fait aussi élargir notre communauté de chercheurs. On a des biologistes, mais maintenant aussi des microbiologistes, des gens qui travaillent sur la qualité des sols. Enfin voilà, on a tout un microcosme de participants de différentes disciplines. Alors, une chose voilà, maintenant je vais juste, pour conclure, vous dire ce qui me paraît important à moi, c'est cet aspect de communauté, c'est l'importance de l'animateur de communauté, c'est aussi développer tout l'aspect sensible, c'est-à-dire sortir de ce qu'on fait plutôt de la science froide. Je ne sais pas si c'est vraiment là qu'il faut l'utiliser ce terme, mais de quelque chose de désincarné, parce que finalement le rapport à la nature, au sol aussi, c'est quelque chose de très sensible. Et donc on a aussi développé dans l'élargissement interdisciplinaire aux sciences, à tout ce qui est artistique. Et donc on a, alors ça fait partie des petites photos que j'ai proposées. Donc il y a eu un développement, enfin une participation. Ah c'est là, ouais. Si vous pouvez passer, peut-être qu'il y en a quelques-uns. Bref, on a fait j'ai participé, alors c'est dommage en couleur, c'est vachement plus joli, mais j'ai participé à une expérience avec le TJP, qui est le Théâtre Jeune Public Scène Nationale de Strasbourg, qui s'appelait les Cosmodélies et qui réinterrogeait les rapports de l'humanité au monde. Je vais être très très rapide, hein. Et donc nous la séance à laquelle j'ai participé avec une metteuse en scène, c'était centré sur les sols vivants, donc la macrofaune des sols. Et donc on a eu plusieurs séances avec le public sur la recherche de ces bestioles. Qu'est-ce que ça entraînait comme sentiment aussi. Et voilà, donc on a aussi tout cet aspect dans Sol en Ville qu'on commence à développer de plus largement. Et je vais donc juste aussi vous indiquer les difficultés qu'on a avec cette multiplicité de choses. Plein d'idées, plein de dynamistes, plein de monde, beaucoup de coordination du coup, et beaucoup de difficultés. Alors les difficultés, elles sont, je vous l'ai dit un peu au fur et à mesure, c'est de trouver des participants qui ne soient pas des participants captifs. Donc nos étudiants font partie, quelque part, des captifs, même s'ils viennent bien volontiers, hein. Donc trouver des participants, les garder, puisqu'on voulait faire avoir des contributeurs pérennes. Et puis, deuxième difficulté, arriver à fonctionner sur la durée. Et cette durée, elle est super importante parce que les 700 personnes de notre mailing list, elles ne sont pas venues en un an. Elles sont venues parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur la question, qu'on est un peu partout, qu'on est aux 48 heures de l'agriculture urbaine, qu'on est sur la semaine des sols, la semaine des sols, le campus vert, enfin voilà, on est un petit peu partout pour montrer ce qu'on fait. Et ça ne se fait pas non plus en une saison, donc il faut y revenir, se faire connaître, être identifié. Donc on a une super identité visuelle. Je vous montre. Donc tout ça fait partie à la fois des difficultés, parce qu'il faut tenir. Et la dernière difficulté, évidemment, vous la connaissez tous, pour faire tenir un programme, c'est avoir des financements, et qu'ils ne soient pas juste des financements au lance-pierre pour 6 mois ou 1 an, mais si possible pour
plutôt 3 ans, parce que c'est à ce moment-là que ça commence à devenir intéressant et c'est à ce moment-là qu'on disparaît parce que les coups de pouce par-ci par-là des différents programmes, ça ne suffit pas. Donc voilà, donc moi j'étais avant-hier à la réunion de l'association des vice-présidents en charge des questions, des vice-présidents d'université, pardon, en charge des questions environnementales et développement, enfin RSS, là, juste, celui-là, environnement, économie sociale et solidaire, pardon. Donc j'étais, et pour essayer aussi de faire en sorte qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il faut installer les choses. On ne peut pas juste fonctionner avec 20 000 € par-ci, 20 000 € par-là, et ensuite on nous dit débrouillez-vous. Donc qu'est-ce que je fais moi aussi, là, en tant que du coup, chercheuse et directrice de recherche? Je cherche des sous. Non seulement je cherche des solutions, mais je cherche des sous. Et je ne vais pas vous mentir en vous disant que ce n'est pas forcément le travail d'abord pour lequel j'ai signé quand je suis rentrée au CNRS, premièrement, et aussi ni celui sur lequel je suis la meilleure, c'est clair, ni celui, le travail pour lequel j'ai le plus d'appétence. Et ça m'amuse beaucoup et ça m'intéresse, et il y a plein de choses à voir, y compris en termes de réflexivité sur le collectif. Par contre, aller me mettre dans des cases qu'on me demande, parce qu'ensuite, à chaque fois, c'est une vraie souffrance, vraiment, hein, c'est une vraie souffrance intellectuelle, que de devoir répondre à une question de recherche alors qu'on me dit co-construisez vos questions de recherche. Ah ben d'accord, mais alors si je la pose moi, je la co-construis plus. Et c'est ça qu'on nous demande de faire pour avoir de l'argent. Donc voilà, on est permanence tiraillé, donc comme tout le monde, hein, on tiraille notre affaire, on invente qu'on a une question de recherche, et puis ensuite quand on nous dit comment vous avez fonctionné, ah ben on est allé voir les gens, on a essayé de construire la question de recherche. Bon, voilà, donc en fait c'est tout ce côté-là qui est très très usant en fait, et qui use en fait notre énergie et notre enthousiasme. Heureusement, je trouve qu'on a vraiment des tas de gens enthousiasmants avec lesquels on s'est alliés, le Jardin des Sciences, les collègues, les collectivités, les associations, les jardins, les collectifs de locataires ou d'habitants. Voilà, il y a vraiment une très belle communauté. Mais heureusement qu'il y a ça, et le problème c'est que quand on est tout seul, parce que moi je suis payée, même plutôt pas mal, hein. Donc moi je suis plutôt pas mal payée pour aller chercher des sous, un peu décevant, mais voilà. Mais par contre pour m'adjoindre des gens dont c'est pas le rôle et qui vont faire le boulot aussi d'interfaçage, parce que c'est pas mon boulot non plus, et ben voilà, il me faut de l'argent. Donc désolée, ça finit sur une note moyennement sympathique, mais malheureusement assez symptomatique de notre monde, chercher des sous pour avancer. Voilà, je pense que j'ai été plus loin. Ah ouais, non, j'ai dépassé. Alors avant de prendre une petite pause, nous pouvons passer aux questions. Ah, j'ai une question par là. J'aimerais savoir si vous faites appel, par exemple, à des écoles primaires pour collecter des données sur le sol. Ça peut être des acteurs intéressants. Alors, on travaille avec les écoles primaires, pas directement. Alors déjà, en tout cas, les écoles primaires pour Strasbourg, elles n'ont pas quand même beaucoup de sol disponible. Alors, par contre, on a un programme qui s'appelle... qui réfléchit à la question de la déminéralisation des cours d'école, qui n'est pas forcément la végétalisation des cours d'école. Déjà, il y a deux. Il y a une différence. Déminéralisation des cours d'école, c'est permettre en gros une perméabilité du sol. Et donc, quelquefois, c'est juste changer l'enrobé drainant. Donc, vous n'avez pas plus de terre et pas plus de bêtes. C'est pareil. Donc, on travaille effectivement dans le cadre d'un projet nous-mêmes, entre nous, chercheurs. On travaille aussi avec le Jardin des Sciences qui lui-même a développé un projet en lien avec Solanville et en étant venu voir une de nos démonstrations d'ailleurs en particulier, qui s'appelle Enquête de petites bêtes, où ils vont faire toute la démarche expérimentale de collecter les bestioles, les reconnaître, etc. Donc oui. Et on a par ailleurs des collecteurs qui sont des institutrices qui, en tant qu'elles sont citoyennes également, sont intéressées à la question. Et donc par le biais de Solanville, des conférences, etc., dans notre carnet d'adresses, on a quelques institutrices très très dynamiques qu'on essaye d'associer comme on peut avec les moyens qu'on a pour faire un peu de collecte. Après, je ne vais pas vous cacher, le protocole, il est un peu compliqué.
C'est le problème des sciences participatives, des recherches participatives. Si on veut répondre à une question de recherche, vu du côté chercheur, si on veut faire des publications scientifiques robustes, on a besoin de données robustes. Alors, avec que les écoliers, on n'y arrivera juste pas. Et surtout, le protocole, il est quand même assez compliqué. Il y a 28 taxons à reconnaître. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tellement de contributeurs. C'est assez difficile en fait. Sans être accompagné, c'est assez difficile. Et c'est en ça qu'on a besoin d'animateurs de communautés. C'est-à-dire en fait, il faut accompagner les gens. Donc on en a quelques-uns, ce n'est pas la majorité. Et nous, en tout cas, avec nos petits moyens, on n'ira pas beaucoup plus loin. On travaille avec la Maison des Sciences d'Alsace et eux, peut-être, ils commencent à faire de la formation auprès des enseignants, etc. Donc oui, indirectement. J'ai dit quoi? Ouais, donc voilà, donc on a des connexions. Enfin, c'est un peu tentaculaire notre affaire, hein, je n'ai pas tout dit. Hein. Merci beaucoup. Alors, on a encore exactement, on va dire, 5-10 minutes de questions. Je voulais simplement ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Mais si vous avez envie et que ça ne vous dérange pas, n'hésitez pas à peut-être vous présenter, vous situer ou évoquer des démarches dans lesquelles vous êtes investi au moment de poser votre question. Parce que c'est toujours intéressant de savoir quand on se réunit, de se rencontrer et de savoir qui fait quoi, qui est qui. Donc bonjour à tous, Quentin Serviec. Donc je suis coordinateur d'un tiers-lieu de numérique et de recherche. Et donc je suis plutôt intermédiateur pour ma part. Et donc effectivement aussi d'une origine universitaire, donc effectivement ça aide. Je vais quand même poser ma question qui pour moi est extrêmement importante, c'est la motivation chez les citoyens du coup pour participer et s'investir sur le long terme. Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre les ressorts de ces motivations? Alors en général c'est la valorisation personnelle ou alors l'apprentissage de nouvelles compétences ou connaissances ou alors quels sont d'après vous les ressorts de motivation qui peuvent justement être facilitants pour votre travail? Alors il se trouve qu'en travaillant sur le sol, un des publics les plus facile à atteindre, et enfin naturellement qui vient à nous, c'est les jardiniers. Bon, alors c'est pas tout à fait tout le monde quand même dans la ville, hein, c'est pas 100% des citadins. Mais, et du coup, leur intérêt, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur sol, puisque à travers ce qu'on raconte, on a bien conscience que le sol vivant, c'est important pour, entre autres choses, l'agriculture. Et du coup, enfin l'agriculture, même si c'est la culture dans un jardin ou pas dans un pot de fleurs, mais presque. Et du coup, une des motivations, c'est de permettre de connaître les sols pour les améliorer à des fins d'amélioration de la productivité. C'est mal dit, hein, mais c'est à peu près ça quand même, quoi. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est plutôt le public le plus facile à toucher. Après, pour ce qui est de la montée en compétences, notamment sur les compétences naturalistes, la reconnaissance des taxons, que ce soit faune ou flore. On avait, dans le tout premier projet, un des volets qu'on n'a pas trop développé, c'était de permettre une espèce pas de diplomation, mais enfin pas de diplôme, de petits cachets permettant de dire, ben là on sait faire ça, comme ils font, je ne sais pas si vous connaissez... comment c'est sur la flore, Tela Botanica. Ils ont des MOOC et moi pour en avoir suivi un, je sais bien, il y avait 7 séances, 7 modules et à la fin du module on faisait un quiz, etc. et vous gagniez une espèce c'est numérique, hein, c'est complètement symbolique, mais une espèce de badge. Une espèce de badge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en fonction des modules. Donc on avait imaginé de faire un peu cette chose-là. En fait on n'a pas beaucoup de contributeurs donc ça tombe un peu de soi-même. Après, pour les étudiants, ils ont une validation de leur diplôme qui n'est pas forcément sur les compétences naturalistes, mais c'est sur le stage, voilà. Bon, c'est des questions qu'on travaille régulièrement. Et moi, j'espérais que le fait de réfléchir à qu'est-ce que ça leur apporte aussi en termes de rapport au monde, de rapport à la science, comment ils peuvent se sentir utiles, c'était le volet que j'appelle réflexif. Mais ça, en fait, j'arrive pas à trouver le temps déjà. Et bon, ça c'est quand même important. Mais et les seules petites activités qu'on a essayé de développer, ça a fait un flop.
C'est-à-dire quand on essaie de réunir les gens pour dire, bon, on s'y est sans doute mal pris, hein, mais ou en tout cas ça doit aussi relever un petit peu notre compétence, notre responsabilité. Et, on avait 2 personnes, alors pour réfléchir en groupe avec un World Café avec 2 personnes, bah non, ça marche pas quoi. Donc voilà, donc, ça pour moi c'était, évidemment je parle comme scientifique, alors mais je suis quand même aussi citoyenne, je trouvais que c'était une question de société, un enjeu de démocratie sur la connaissance, la compréhension du savoir scientifique, comment est-ce qu'on peut agir en tant que citoyen en ayant un peu des billes pour comprendre ce qui se dit et pas juste se faire estampiller un projet, mais le scientifique on dit que c'était bon, ok, mais ils ont dit quoi exactement, essayer de comprendre. Pour moi ça c'était vraiment un enjeu qui aurait pu amener du monde. Apparemment je m'y prends mal. Ça ne marche pas comme ça. Mais ça faisait partie, en tout cas, de ce qu'on pouvait offrir en retour d'une participation. Il y a quand même un volet qu'on oublie, je pense. Pardon. Il y a un volet qu'on oublie là-dedans, c'est on propose beaucoup d'ateliers aux citoyens. Et là, ils sont très nombreux à venir pour découvrir les sols, pour découvrir la vie des sols. Et là, ils sont vraiment preneurs. On découvre, on a bien sûr parlé des conférences et toutes ces choses-là. Et en réalité, l'apprentissage et la montée en compétences, ça motive énormément les gens. Et pour ça, ils sont très très nombreux. Donc ils n'ont pas forcément envie de faire progresser la connaissance globale, mais ils ont très envie de faire progresser leur propre connaissance. Et ça nous amène ça très très loin. Parce qu'on a des gens qui sont maintenant des publics réguliers, qui viennent très souvent, et ça fait tache d'huile. Ils entraînent d'autres gens dans leur sillage, et ça fonctionne très très bien. Donc c'est pas forcément ce qu'on imaginait, mais et je crois qu'on l'a même pas dit, notre objectif, c'était de faire des sols une question de société. Là, on est complètement dans la cible, par contre. Je ne sais pas si on l'a dit. Non, j'ai dit démocratiser la question des sols, mais c'était une question de société. Ouais. Et on développe Florian a développé une fresque des sols vivants, parce qu'en fait, parallèlement, on travaille avec l'Association française d'études des sols. On n'est pas du tout dans notre coin tout seul à faire notre petite initiative. On est vraiment très dans le paysage national sur l'étude des sols. Ils ont parallèlement développé une fresque des sols, mais vraiment, ils n'allaient pas tout à fait au même rythme que nous, on en avait besoin tout de suite. Et donc, Florian peut en parler. Moi, je pense qu'il faut qu'on... Ça marche très bien aussi, hein. Tu peux en dire 2-3 mots. Claire, qui est notre collègue de Nancy, notamment. Et ça, cette fresque, c'est les modèles fresques du climat, enfin c'est les modèles classiques, quoi. 3 heures de temps. Jusque-là, on a toujours eu beaucoup de monde. La difficulté, en fait, est assez simple, c'est que c'est les mêmes personnes qui animent. Et donc là, on pourrait en faire beaucoup plus. Mais on a notamment fait sol urbain participatif, on nous prenait un peu pour des doux rêveurs, et là maintenant c'est l'inverse, c'est qu'on a beaucoup trop de sollicitations par rapport à ce qu'on est capable réellement de faire et de suivre. On sollicite, puis à la 3e fois, si vous ne pouvez pas répondre, on ne vient plus vers vous. Donc il y a aussi quand même un équilibre qu'il va falloir qu'on trouve, et c'est aussi d'ailleurs l'objet de pas mal de nos discussions en ce moment. Non seulement il faut financer ça, déjà rien que ce qui existe, mais il faudrait même être en capacité de changer de braquet. Et dernière chose, parce que ça va avec les mêmes publics, on est aussi beaucoup sollicité maintenant par les collectivités. Sandrine interviendra en septembre pour le séminaire de la direction urbanisme et territoire de la ville de Strasbourg, par exemple, où on va aller leur parler sols. Hier, j'intervenais lors de l'université d'été des CAE de France à Strasbourg pour une visite sur les sols. Ils sont architectes urbanisme, théoriquement c'est leur univers, et ils découvrent tout. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec l'arrivée du ZAN, le zéro artificialisation nette, la demande... Nous, on avait un peu anticipé cette question-là, mais là, il y a un besoin qui va être énorme. Et surtout, il y a un vrai sujet qui est en train d'arriver. Donc là, on est complètement dans notre univers. Il y a un sujet qui est vraiment en train de s'inviter dans le débat. Et je vais finir parce qu'on l'a peut-être... d'alimentation, on parle de climat, on parle d'eau, on parle de biodiversité, on parle de paysage, enfin on parle de tout, et on fait le lien, et on l'oublie très souvent, le sol il fait le lien entre toutes ces crises. Et donc en fait les gens qui viennent notamment à la fresque des sols, ils découvrent ça. Et du coup de ce point de vue là c'est assez génial, quoi. Enfin, il y a de quoi faire. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une dernière, encore 1 ou 2 questions, et puis... Merci. Alors, je ne m'étais pas présenté. Moi, je m'appelle Mathieu et je suis membre bénévole d'une association pour le vélo qui s'appelle Strasbourg à vélo. Et du coup, Henri Bambel, déjà, je veux illustrer le côté
apprentissage comme source de motivation qui est assez phénoménal, à titre perso ou chez d'autres, je le vois. Quand on apprend des choses, on met le doigt dedans et puis finalement on se retrouve à parler de géographie, de données libres et ouvertes, d'OpenStreetMap, d'urbanisme, etc., etc. Et une des choses sur lesquelles, quand on a des échanges sur les plaidoyers avec la municipalité ou la métropole, c'est aussi ce côté zéro artificiel. C'est pas facile à dire, ZAN. Et du coup, de temps en temps, il nous renvoie le « Ah, mais là, on va peut-être mettre plutôt une piste en stabilisé qu'en enrobé, parce que c'est dans un espace naturel, etc. » Et bon, alors des fois, on a un peu de mal à avaler l'argument, puisqu'ils viennent de nous pondre le GCO, etc. Mais c'est aussi pour illustrer le fait que on se retrouve avec des sortes de clash entre des sujets qui finalement devraient marcher ensemble, qui sont plutôt vertueux. Et selon comment on compte, et selon comment sont interprétées les règles, on se retrouve à plus savoir contre-argumenter et à finalement douter de ce qu'on est en train de proposer ou de ce pourquoi on est en train de plaider. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi des éclairages autour de ça ou si vous avez déjà vu remonter ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, c'est des questions qui sont mal formulées dans ma tête, mais que je vous partage. En fait, sur la question zéro artificialisation nette, non, nous, on est plutôt en train de ramer dans le sens du courant. On n'a pas beaucoup de contre-courant, sauf si je me trompe. Mais c'est peut-être un biais de lecture aussi. Et comme on est... On n'a pas tellement de contre-voix en réalité dans les gens qui viennent nous voir. Alors peut-être c'est parce qu'on ne va pas voir ceux qui s'opposeraient à ce qu'on fait, mais nous on n'est pas des aménageurs non plus, on est des observateurs, donc quelque part, nous et les citoyens avec qui on travaille, donc je ne crois pas pouvoir dire qu'on a... Si, t'en vois ? J'ai le sentiment qu'on a en partage avec vous le fait que nous, on s'intéresse à la question d'origine, de base. Pas l'espèce de bidule technocratique qui va en découler et qui va mettre, comme d'habitude en France, les uns contre les autres sans qu'on ait vraiment de solution, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de rappeler souvent. C'est le pourquoi. Pourquoi Alzane ? Et là, à partir du moment où on a tous compris ça, on va finir par trouver les solutions qui vont avec. Et c'est vrai qu'en France, souvent, vous connaissez l'histoire de celui qui montre la lune. L'imbécile regarde le doigt, c'est un peu ça, quoi. Et c'est vachement compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand on n'a pas posé ce contexte. C'est-à-dire, on vient voir des gens, on leur dit demain, il va falloir arrêter de faire ça. On ne leur explique pas ni pourquoi, ni... Ça risque pas de marcher, on a l'habitude. Et c'est vrai qu'avec le truc paradoxal, les pistes cyclables qui vont être décomptées comme des espaces construits. Mais voilà, pour l'instant. Et c'est bien de revenir aux fondamentaux et de tout ce que ça peut peut-être empêcher en termes de route, Mais on avait hier une conférence de quelqu'un qui est venu nous faire une conférence, un Parisien, qui est venu nous faire une conférence sur l'urbanisme des sols et nous parler de toutes ces questions-là. Et on revient vraiment aux bases et avec des mots simples. Et en 2 heures de temps, on comprend plein de choses et on est tous capables de les comprendre, mais il faut partir de là, quoi. Je ne sais pas si ça répond. Il y a Irénéo là derrière. On va prendre la dernière. Merci. Et Irénéo du Jardin partagé de permaculture. J'ai juste une question, Sandrine. C'est pas si... Ok. J'ai juste une question par rapport à la suite quand il y a des gens, des jardiniers ou des particuliers qui vont chez vous et avec les échantillons du sol. Quelle est la suite une fois que vous avez... est-ce que vous avez des conseils C'est une très bonne question. On a vendu dans nos projets que on pouvait ensuite permettre, grâce à une sorte de diagnostic qui aurait été fait et co-construit entre les personnes et puis les spécialistes à travers le site ou à travers des rencontres, etc. On avait effectivement vendu qu'on pourrait participer à proposer des solutions d'aggradation ou pour améliorer les sols. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire. Pour une raison assez simple, c'est qu'on n'a justement pas ce référentiel des sols. C'est pour ça que c'est des projets qui se construisent sur un assez long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire tout de suite, là j'ai trouvé 17 colamboles, 3000 fourmis, 2 araignées et machin. Est-ce que mon sol, il est pauvre, il est riche? Qu'est-ce que je peux faire? Ça ne suffit pas en fait. Et notamment, on ne peut même pas dire s'il est... Enfin, on peut commencer à le dire, mais l'indice de biodiversité, il dit des choses intéressantes, mais il ne dit pas tout. Et le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de références pour l'instant. On n'a pas ce référentiel qui permette de dire, clairement, vous êtes dans un sol de ce type de qualité. Selon ce que vous voulez faire, il faudrait faire telle et telle chose. Mieux, ou alors, c'est des choses que vous connaissez déjà. Plus paillé, voilà...
voilà, on ne va pas non plus être révolutionnaire. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire, mais c'est vrai qu'on avait proposé que ce soit un aboutissement de la démarche, tout à fait. Sauf que pour l'instant, on n'a juste pas les moyens d'arriver jusque-là. Mais oui, c'était prévu. Merci beaucoup.